Bien, bonsoir à tout le monde. Voilà, au nom des Écosoli, on est content de lancer cette démarche et puis cette première conférence. Juste vous rappeler qu'on a annulé la première parce que l'intervenant était malade. Et on est actuellement en train de chercher une nouvelle date pour pouvoir relancer cette conférence. Voilà, c'est aussi une occasion de relancer une démarche prospective de conférence. Enfin voilà, c'est quelque chose qu'on a beaucoup fait aux Écosoli pendant des années, qu'on a moins fait depuis l'installation au Solilab. Et voilà, on relance un peu cette démarche-là. Et on la redémarche parce qu'on est dans un cycle de réflexion sur le projet des Écosoli, le réécrire, le construire et puis préparer l'avenir. Voilà, donc on est content aujourd'hui d'accueillir Pascal Ebel qui va intervenir. Et puis Olivier Palot qui accompagne les Écosoli dans cette démarche et qui va vous présenter la soirée. Donc, bonjour à tous. Donc, c'est aujourd'hui la première soirée du Printemps des Écosoli. La première a été reportée parce que l'intervenant était malade. Donc, le Printemps des Écosoli, c'est en fait un cycle de thématiques autour de sujets qu'on a identifiés par rapport aux enjeux spécifiques des acteurs de l'ESS du territoire de Nantes. Il y a 3 thématiques qui seront abordées. Il y a une thématique sur les communs et sur la question du faire ensemble. Il y a une thématique sur la question de la production, des nouvelles modalités de production de richesse et notamment des métamorphoses du travail. Et puis il y a la thématique d'aujourd'hui qui sera sur les enjeux de consommation et qui porte notamment sur toutes les problématiques autour de consommer autrement, c'est-à-dire les problématiques d'éthique, de consommation solidaire, de consommation collaborative et la manière dont ces enjeux de consommation viennent percuter les stratégies des acteurs de l'ESS, viennent les nourrir aussi, euh, à la fois dans l'offre de services ou dans les produits que les acteurs de l'ESS, enfin les produits qu'ils mettent en place, et puis aussi dans la manière pour eux de s'organiser, la façon dont ils travaillent notamment avec leurs parties prenantes, avec leurs bénéficiaires, et donc in fine avec les consommateurs à qui ils s'adressent. Euh, pour animer donc, ce temps-là, pour intervenir, donc on a le plaisir d'accueillir Madame Pascal Ebel, qui est économiste et qui est directrice du département consommation au CREDOC, et qui est une spécialiste reconnue sur ces problématiques de consommation. Elle va intervenir pendant 30 à 40 minutes. Ce sera suivi par des questions-réponses de vous, du public. Et surtout, n'hésitez pas à prendre la parole, à questionner, à interroger s'il y a des éléments aussi que vous comprenez mal ou si vous avez aussi envie de témoigner par rapport à une expérience qui est la vôtre ou que vous avez vue. Euh, Suite à ce petit temps de débat, il y aura l'intervention de 3 témoins qui vous seront présentés tout à l'heure et qui viendront euh, éclairer un peu la thématique par rapport à leur propre expérience d'acteurs du territoire de la métropole. Euh, et puis s'échangera du coup aussi une discussion entre vous et eux, et puis Pascal Ebel pendant 20 à 30 minutes. Donc du coup, on a une conférence qui va durer à peu près 2 heures. On a des petits papiers qui seront au bout là-bas, sur lesquels vous pourrez écrire vos commentaires, vos questions, vos réflexions, si jamais vous n'avez pas eu le temps de les poser ou si jamais vous n'avez pas envie de les poser, mais que vous préférez les écrire. Ce qui est important, c'est que ce cycle-là, il a quand même 2 finalités. C'est-à-dire à la fois, ça a pour objet de venir nourrir les réflexions des acteurs de l'économie sociale et solidaire par rapport à vos enjeux en tant que euh, porteurs de projets, dirigeants, salariés de structures de l'ESS, à la fois par rapport à l'offre de services qui est mise en place et puis la façon dont vous travaillez. Et puis ça a aussi pour objet de vous convier à participer à la réflexion plus globale du positionnement et de la stratégie des écosoli en tant que réseau des acteurs de l'ESS sur la métropole de Nantes. Donc, du coup, on a bien 2 niveaux, à la fois la dimension, je dirais, individuelle par rapport à votre propre organisation, et puis en même temps sur la réflexion par rapport à
aux écosolies, les deux étant liés. Voilà, je vais donc laisser la parole à Pascal Ebel. C'était une très bonne conférence. Donc bonjour à tous. L'idée c'est de vous présenter un petit peu l'évolution des comportements des consommateurs. Donc au CREDOC, on en fait partie de l'économie sociale et solidaire. On est une association en 1901 et on existe depuis 1950 et on analyse l'évolution de la société. Donc ce que je voulais vous apporter, mais on débattra des éléments que je vais vous apporter, c'est d'essayer de voir qu'en effet les consommateurs ont évolué, la société a changé et que finalement le citoyen petit à petit a pris la parole en consommant différemment, notamment pour affirmer ses valeurs. Donc, je vais essayer de vous faire deux exemples pour illustrer ça. À la fois le secteur de l'alimentation, mais on verra voilà, que finalement les engagements actuels ils répondent souvent plutôt à des peurs et à des problématiques de santé dans ce secteur-là. Alors que l'autre exemple qui est sur la consommation collaborative, on voit que là, en fait, ça a été pris plutôt en charge par les jeunes générations. Et là, c'est bien ces jeunes générations qui ont ce besoin d'affirmer ce qu'ils pensent. Donc notamment, juste la diapositive d'avant, voilà. Ce qu'on a essayé de faire pour décrypter l'évolution des comportements, des consommations des Français, c'est de découper la population française de 10 ans en 10 ans selon les dates de naissance. Donc vous allez vous retrouver dans une petite étiquette. Ça vient de travaux américains qui ont tendance souvent à simplifier les choses. C'est de dire que selon la génération à laquelle on appartient, selon l'époque à laquelle on est né, eh bien, nos valeurs se forment quand on a 20 ans. Donc, on a donné comme nom aux différentes générations les événements marquants, alors dans le terme de la consommation et plutôt alimentaire, qui ont marqué les générations quand elles rentrent dans la consommation. Et le constat, c'est que dans les sociétés développées, en fait, on a une très forte rupture entre la génération qui est née à partir après la Seconde Guerre, donc la génération qu'on appelle aussi mai 68. Il y a vraiment des valeurs qui sont très très proches entre toutes les générations qui sont nées après 1946 par rapport aux générations précédentes. Et on ne voit pas tellement de rupture dans les dernières générations par rapport aux valeurs qui ont été mises en place par la génération mai 68. Là, je l'ai appelé hypermarché parce qu'en termes de consommation, ce qui a marqué cette génération, c'est d'entrer dans ce qu'on appelle l'hyperconsommation, c'est-à-dire d'avoir une offre importante et finalement de consommer plus, parce que de génération en génération, quand même, on consomme plus, même si après la crise économique, on est rentré dans une ère du consommer mieux, on achète plus, parce qu'on a plus d'argent, en fait, de génération en génération. Mais ce qui est important, c'est de voir que par rapport à ces ruptures de valeurs, les valeurs qui sont portées par les nouvelles générations, c'est à la fois l'hédonisme, on a intégrer la partie plaisir et en même temps les jeunes générations qui sont quand même un petit peu en opposition par rapport à tout ce qui est institutionnel parce qu'il y a eu des crises finalement. Pour affirmer leurs valeurs, ils ont besoin de trouver un nouveau biais et ils l'ont trouvé auprès de la consommation. Et c'est vrai que quand on observe les plus jeunes, à partir de la génération que j'ai appelée plateau repas, la génération Internet, nomade, etc., eh bien, comme on appartient moins à des partis politiques, moins à des syndicats, moins à des religions, eh bien, on cherche au travers des marques. Et c'est pour ça que la RSE se développe beaucoup, la responsabilité sociale des entreprises. Eh bien, on fait ses choix en choisissant de consommer d'une certaine façon, en allant vers telle entreprise parce qu'elle porte telle valeur. Et ça, on voit que ça se développe. Alors, pour illustrer mes propos, je voulais vous montrer un petit peu par rapport à des valeurs qui sont portées autour du développement durable, qui a en effet ces changements générationnels. Et donc, dans le développement durable, on a plusieurs piliers, le pilier qui est social, le pilier qui est environnemental et le pilier qui est économique. Et c'est sûr que quand on compare les différentes cultures, on voit, et notamment quand on analyse ce qui se passe dans l'alimentation, qu'il y a des façons d'apporter le développement durable qui sont très différentes selon les cultures, notamment du nord de l'Europe par rapport au sud de l'Europe, par rapport à des valeurs protestantes qui s'opposent aux valeurs catholiques. Et en fait, quand on regarde comment la population française a intégré la partie écologique, la partie environnementale, eh bien on voit que les jeunes générations, petit à petit, et c'est juste sur le graphique suivant, alors il y a juste une diapo qui vous montre qu'en plus de la montée du développement durable, on a surtout vécu une crise
qui a duré pratiquement 10 ans, que la crise économique en termes de pouvoir d'achat, ici c'est le PIB, c'est l'évolution de la richesse, on a depuis 2007 une richesse qui a baissé. On n'avait jamais vu ça depuis l'entre-deux-guerres, 1929, si on fait abstraction des guerres. Donc on a subi une crise économique, même si la France, par rapport à d'autres pays, a mieux résisté, qui a été très marquante pour le consommateur. Et c'est vrai que ça a été géré de telle façon que c'est surtout sur le revenu des consommateurs, des ménages français, qu'on a eu des baisses importantes plutôt que dans les entreprises. Donc on a ces consommateurs qui, ayant subi cette crise, ont adopté ce consommer mieux à la suite de cette crise. Donc simplement, pour illustrer ce qu'est un effet de génération, je vous ai mis deux exemples. Un premier exemple, c'est qu'on utilise, alors je suis économiste mais surtout statisticienne, j'utilise beaucoup les enquêtes et donc on a des enquêtes depuis 1978 au Crédoc, jusque-là c'est jusqu'en 2013. On pose une question sur est-ce que vous souhaitez des réformes radicales de la société ? Eh bien, on se rend compte que c'est très générationnel parce que les mêmes individus qui sont nés entre 1946 et 1956 et 1955, quand on leur pose la question au moment où ils ont 20 ans et au moment où ils sont 80 ans, on en a toujours autant, 30%, qui veulent des changements radicaux de la société. Si je clique juste une fois et que j'ajoute les générations qui sont autour, eh bien, on voit bien que c'est en marge d'escalier. C'est-à-dire que les générations les plus âgées, qui sont la génération réfrigérateur, ils sont que 20% à 50 ans à dire qu'ils veulent des changements radicaux de la société, alors que la génération hypermarché, c'est 30%, et la génération d'après, c'est 35%. Et si je mets toutes les générations, eh bien, vous voyez que les plus jeunes, donc la génération peut-être celle qui était sur le mouvement debout, sont beaucoup plus nombreux. Donc, plus on est dans une génération, et c'est pas un effet d'âge, on se met pas à vouloir un changement de la société et être anti-système comme on le voit dans les récentes élections. C'est bien parce qu'on appartient à une génération plus jeune. Et toute sa vie, on est à vouloir un changement de société et c'est pas en vieillissant qu'on devient, d'ailleurs en vieillissant, on n'est pas, comme on pourrait le croire, de moins en moins à vouloir moins de changements. On est, en tous les cas, par rapport à ce thème-là, générationnellement, c'est bien à un certain âge, on est 40% dans la génération nomade à vouloir des changements radicaux. Et bien on continuera pour cette génération d'avoir 40% qui veulent changer de société si la société ne change pas. Et vous voyez que c'est complètement lié à la génération et pas lié à l'âge. D'accord ? Si je regarde la même chose sur une autre question qu'on pose depuis 1978 qui est... Et cette question-là, on avait mis l'environnement dès 1978. Quelles sont vos principales préoccupations ? Alors, c'est des questions fermées. Et dans les principales préoccupations, il y a bien sûr le chômage, la pauvreté dans le monde, la pauvreté en France. Et on a mis l'environnement depuis 1978 et on demande qui va considérer que ça fait partie de leurs deux premières préoccupations. On leur dit en premier, en second, donc là on a ajouté les deux. Et ce qu'on voit, c'est qu'en effet, cette préoccupation environnementale, elle est montée avec le temps. Quand on était en 78, dans toutes les générations, c'était de moins de 5%, considérait que c'était un problème préoccupant qui faisait partie des deux premières préoccupations. Et puis ce qu'on voit, c'est que ça augmente dans toutes les générations, mais quand même, si je regarde le niveau des générations, donc depuis le moment, le paroxysme, c'est 2008, c'est le Grenelle de l'environnement. Quand il y a une crise économique, ça diminue un peu partout, mais au jour d'aujourd'hui, et là, c'est remonté. Donc en 2016, je n'ai pas mis les points, mais ça remonte un peu avec l'économie qui va mieux. Eh bien, ceux qui considèrent que l'environnement est une préoccupation principale, ce sont les plus jeunes générations. Pourquoi ? Parce qu'ils sont nés dans un monde où, en effet, il y a un consensus scientifique sur les changements climatiques et où, dans tous les programmes scolaires aujourd'hui, dans plein de matières, on leur parle de l'écologie, des ressources, etc. Donc, on est dans une société où les jeunes, c'est un prérequis. Il faut préserver la planète d'un point de vue écologique. Donc ça, c'est quelque chose qui fait qu'en effet, quand on veut afficher ces valeurs, on a ces valeurs qui ont un peu bougé et on veut plus d'écologie dans sa consommation parce que c'est devenu un lieu, parce qu'on consomme plus,
où on va afficher ces valeurs. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Ensuite, je voulais vous montrer quelque chose qui paraît pas comme ça évident, mais dans ce qu'on observe dans le secteur de l'alimentation, donc dans cet engagement qu'on pourrait prendre quand on fait des choix alimentaires, il faut comprendre qu'il y a des choses qui nous différencient. Donc en France, on est dans une culture qui est issue de la philosophie des Lumières et du catholicisme. Et dans notre relation à la nature, c'est pas la même chose que dans la culture protestante des pays du Nord. Et notamment, dans la culture protestante, l'homme fait partie de la nature. Donc on va plus respecter la nature. On va l'harmoniser. L'agriculture va faire de l'agriculture en étant intégrée dedans. Et puis, pour les animaux, eh bien, on préserve finalement l'animal parce qu'il est comme l'homme et donc on le considère. Par contre, dans nos cultures à nous, eh bien, l'homme est au-dessus de la nature. Donc en effet, il y a une nature qui est un mythe, qui est mythifié, qui est quelque chose que on imagine qui est un petit peu qui n'a jamais bougé. Et l'homme va utiliser la nature, donc on peut juste cliquer un petit peu, en la façonner à sa façon. Et il considère qu'il y en a une autre qui est mythique, à laquelle il ne faut pas toucher. Et donc il y a un idéal de la nature, qui est un idéal d'une nature qui n'a pas été changée par la chimie. Et donc on est on ne supporte pas qu'on la modifie. Le consommateur ne veut pas qu'on modifie cette nature. Et donc, dans notre relation au développement durable, on a plutôt le pilier qui est le pilier social dans notre culture. Et donc, en effet, on est beaucoup plus sur l'éthique, qui en fait est représentée dans l'économie sociale et solidaire, où on veut qu'il y ait une juste répartition de la valeur. Ça fait partie de ce qu'on a le plus intégré dans notre culture par rapport au développement durable. Par contre, la partie préoccupation environnementale, parce que la relation homme-nature, je viens de vous l'expliquer, n'était pas la même, vient plutôt de la culture protestante. Et en effet, elle arrive en France, avec l'Europe, notamment en termes réglementaires, mais aussi parce que nos jeunes générations sont plus ouverts et vont finalement, notamment sur le bien-être animal, voir tout ce qui va venir des réseaux sociaux et être sensibilisé à cette notion-là qui est complètement issue des pays du Nord. On va le voir juste sur la photographie suivante. Dans le secteur alimentaire, on pose une question, donc c'est des enquêtes européennes qui a été faite ici là, en 2010, ça n'a pas beaucoup bougé. Quelle est pour vous la principale inquiétude quand vous mangez Quel est le principal risque qui vous inquiète le plus ? Eh bien, dans les pays qui sont ici, l'Angleterre en vert, l'Angleterre, le Danemark, Finlande, et si on avait la Norvège, ça serait pareil. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus ? La première réponse, c'est bien-être animal. D'accord ? Donc c'est assez étonnant dans notre culture de se dire que ce qui inquiète le plus un Danois quand il mange, c'est que l'animal qu'il consomme soit bien traité. Si je regarde la France, elle est en bleu, mais alors parce qu'elle a deux types d'opinions qui sont à peu près au même niveau. Mais le bleu, c'est comme l'Italie, l'Allemagne, voilà les pays qui sont à côté. C'est que nous, ce qui nous inquiète en premier, et moi dans les enquêtes que je fais, la première inquiétude, c'est pesticides. Nous, ce qui nous inquiète, c'est la chimie qui fait que la nature n'est pas pure. Et donc, le mot le plus, et ça fait que progresser, et ça, c'est monté en effet avec la valorisation du bio. Et le bio en France, c'est pas comme en Allemagne, ça vient d'Allemagne et d'Autriche, où là, l'agriculture biologique, c'était préserver l'environnement dans une culture où, en effet, on préserve l'environnement parce qu'on en fait partie. En France, on consomme du bio. La première raison, ça ne bouge pas, c'est toujours pour sa santé. Et en effet, ce qui fait de plus en plus peur, c'est tout ce qui peut perturber. Donc là, c'est résidus de pesticides pour les Français et les polluants, comme le mercure, qui viennent des poissons et de tout ce qui est consommé sous forme de poissons qui peuvent avoir été pollués par des métaux lourds. Donc il y a vraiment cette opposition qui, au jour d'aujourd'hui, va petit à petit être modifié avec des acteurs, comme L214. L214, c'est anglais, qui vient en France avec des méthodes assez brutales pour changer les opinions. Et en effet, ça touche les plus jeunes qui, aujourd'hui, vont
voir le bien-être animal comme une préoccupation qui les interpelle, alors que ça interpellait peu les Français auparavant. Et donc, on voit monter ces préoccupations-là. Et c'est ça qui, aujourd'hui, va beaucoup plus vite dans les inquiétudes, puisque, vous le savez sans doute, on aura plus d'œufs en cage d'ici quelques années, parce que des acteurs, en plus, vont décider qu'on ne vend plus aucun œuf en cage, on ne veut que des œufs en plein air, pour des préoccupations de bien-être animal, et on va fabriquer des biscuits Saint-Michel en ne mettant que des œufs en plein air, pour répondre à des attentes d'une partie de la population, mais qui se diffusent très très vite. Donc voilà ce qu'on peut dire, en fait, sur comprendre comment le consommateur réagit dans son alimentation. L'alimentation, c'est par rapport au reste de la consommation une relation particulière parce qu'on incorpore, donc forcément on a peur pour sa santé. Et souvent, quand on va vers certains types de consommation, c'est quand même, il y a toujours une autre raison que l'engagement. Et massivement, comme le bio qui augmente de 20% en 2016, c'est bien sûr parce qu'il y a autre chose que l'environnement, et c'est surtout parce qu'il y a eu des peurs. Et dans l'alimentation, au jour d'aujourd'hui, on n'a jamais été aussi inquiet de son alimentation. Pose des questions sur, pour vous, quels sont les risques pour votre santé. Dans les enquêtes, dans les années où ça allait bien, 2007, ce qui était en premier, c'était les accidents de la route, ensuite les accidents nucléaires, ensuite la pollution. Et bien voilà, en 2013, crise de la fraude à la viande de cheval, on a peur de l'alimentation, plus que de la pollution ou des accidents nucléaires. C'est en deuxième position après les accidents de la route. On est très très inquiet dans le contenu de son assiette. Alors je vous montre juste une illustration. On a posé dans l'enquête de 2016 cette question. Quels sont pour les fruits, et c'est ouvert, donc c'est un échantillon représentatif de 2000 Français, et quels sont vos principaux facteurs d'inquiétude? Sur le fruit, c'est pesticides en premier. Il n'y a que pesticides, après c'est traitement engrais. Sur les légumes, pareil. Donc, tout le monde dit la même chose. Alors, tout le monde n'est pas inquiet. Il y en a qui disent rien. Il n'y a rien qui m'inquiète. Il y en a 30% qui disent rien m'inquiète. Mais les 70% autres de la population des adultes français vous répondent que pour les légumes, les principaux facteurs d'inquiétude, c'est pesticides en premier. Deuxième, produits, traitement, engrais. Donc, c'est vraiment la chimie et c'est pour ça qu'on a une très forte hausse de consommation de produits issus de l'agriculture biologique en ce qui concerne les fruits, les légumes et les œufs. C'est vraiment les produits sur lesquels c'est le plus fort. Je vous montre juste un autre exemple sur un autre produit qui sont pour vous, quels sont pour les viandes les principaux facteurs d'inquiétude. Donc en France, premier mot, c'est quoi? Antibiotiques. D'accord, pareil. Antibiotiques parce qu'on a dit que sur l'humain, on a dit il faut arrêter d'en consommer trop parce qu'il y a de l'antibiorésistance. Et puis, voilà. Et ça peut avoir des effets nocifs pour l'individu. Donc, on imagine que si l'animal en a consommé, c'est mauvais pour moi. Mais il y a aussi une autre interprétation parce que c'est les deuxièmes mots qui arrivent après, c'est conditions d'élevage. Ce qui inquiète le plus un consommateur français quand il mange de la viande, c'est les antibiotiques qu'il pourrait y avoir dans l'animal, mais aussi peut-être le fait que l'animal, les conditions d'élevage, il a pris des antibiotiques, donc c'est pas bien pour lui. Donc il y a vraiment ces notions qui sont montées. On avait posé la question en 2009, conditions d'élevage, ça n'apparaissait pas du tout. Donc on a des basculements comme ça en très peu d'années sur des choses qui ont été finalement aussi ressassé dans les documentaires, dans ce qu'on appelle les documentaires à charge, ce qu'on appelle le food bashing, c'est qu'on a des nouveaux modes de communication comme L214 qui ne font jamais la part des choses, qui vont toujours vous montrer des choses en amplifiant les phénomènes sans prendre le recul d'un scientifique qui regarde ce qui pourrait être pour, mais aussi ce qui est contre, et sans prendre la complexité des sujets en compte. Et voilà, sur les poissons, la viande c'est les antibiotiques, sur les poissons, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la pollution par le mercure. Donc il y a vraiment deux facteurs, c'est qu'on a envie de s'engager quand on consomme, mais quand même, quand on fait l'acte d'achat, il y a avant tout des facteurs dans l'alimentaire, c'est quand même je pense à ma santé et j'ai peur de cette nature qui est modifiée par la chimie. Pourquoi la France, par rapport à l'Espagne, a refusé les OGM, c'est
en premier lieu quand même le volet justement social, hein, c'est qu'on voulait préserver la répartition de la valeur chez les agriculteurs parce qu'un gros acteur d'une multinationale avait breveté quelque chose qui allait faire payer plus cher les semences, mais il y avait aussi cette modification de la nature qui fait que plus jamais on pourra cultiver des OGM en France. Donc voilà sur ce qu'on peut dire sur l'alimentaire. Et pour conclure, hein, c'est vous montrer cette montée de la représentation positive du bio par rapport aux inquiétudes qui étaient négatives. On pose une autre question, ouverte, depuis, là on l'a posée en 2000, 2007, 2015. Si je vous dis aliments de qualité, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit? En 2000, le premier mot, et depuis 90, on a ces questions-là, ce qui caractérise le plus l'aliment pour un Français, c'est le goût. Le premier mot, c'est le plaisir, le goût de l'aliment que je mange. C'est un aliment bon, c'est un aliment dans lequel je mets du prix, c'est cher, c'est dans le sens prix, c'est un rapport qualité-prix important. Voilà. Et le bio apparaît en 20e position. En 2007, entre les deux, ce qu'il y a eu comme mouvement, c'est qu'on a beaucoup parlé de santé. Il fallait manger des fruits et légumes, etc. Eh bien, en 2007, le goût baisse un peu. Et ce qu'on veut, c'est un produit frais. Et derrière frais, ça peut être un produit brut, mais c'est aussi un produit avec un joli aspect. Et 2015, c'est assez surprenant, le bio avait monté. Le premier mot dans la population française, milieu ruraux, milieu urbain, partout, le premier mot, c'est bio. Qu'est-ce que c'est qu'un aliment de qualité? C'est avant tout bio. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2000 et 2015? Eh bien, il y a eu cette crise de la fraude à la viande de cheval. Et finalement, l'idéal de l'idéal, c'est la nature qui n'a pas été modifiée, donc c'est bio, et c'est des aliments bruts. Je ne veux plus rien de transformé. Je veux des légumes, des fruits, de la viande, des produits bruts sur lesquels il n'y a pas, dans les inquiétudes, quand on prend un produit industriel, on voit monter, on ne veut plus d'ingrédients qui soient des colorants, des additifs, tout ce qui modifie le produit d'origine. Et puis le troisième volet qui va avec, c'est qu'on veut du local. Donc il y a à la fois le bio, mais aussi le local. Derrière le local et le Made in France, on n'a jamais vu le critère régional et Made in France aussi fort, c'est que c'est d'abord parce qu'on est dans une crise économique, et ça, on l'avait vu en 93, je préserve les agriculteurs, je préserve l'emploi en France. Il y a du chômage, donc je veux préserver l'emploi, mais aussi je veux du lien social. Ça, c'est très caractéristique du consommateur français. Pour se rassurer, comme je suis inquiet, je veux pouvoir connaître celui qui a produit le produit. Donc de la vente directe qui augmente en effet. On chiffre à 4-5% le marché de ce qui est acheté directement à l'agriculteur. Et sans doute, derrière la proximité, il y a aussi le développement durable, parce qu'on pense que si c'est proche, comme le locavorisme aux États-Unis, eh bien, il y a moins de logistique. Donc, je pollue moins la planète. Et ça vient aussi. On a un transport qui est même si, évidemment, c'est ce que pensent les consommateurs. Il n'y a pas toujours une réalité. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur cet exemple de l'alimentation. Je ne sais pas si vous voulez qu'on fasse un petit point là-dessus avant de... juste la dernière diapo, juste pour vous amuser un petit peu. Les différences entre les hommes et les femmes sur cette question. Ce n'est pas ce que disent plus les hommes et plus les femmes. C'est essentiellement les mots qui sont très différenciants. Donc, à droite, c'est ce que les femmes disent et que disent jamais les hommes sur cette question, et à gauche ce que disent les hommes et disent jamais les femmes. Donc le sans pesticides, le produit de mon jardin, celui que je fabrique moi-même, c'est plutôt les femmes. C'est cette notion un peu d'une nature, un mythe. C'est je veux le produit qui vient de mon fermier, celui les fruits que je fabrique moi-même. Et c'est elles qui vont aussi développer le sans gluten, le sans lactose, etc. Les hommes, alors c'est ça qui amuse toujours, c'est que c'est protéines. C'est eux la protéine. Vous savez ce qui est à la mode, c'est pour se muscler, c'est les fitness. Et puis voilà, eux, il y a aussi la notion d'environnement, mais ils vont le définir de façon plus globale, c'est l'environnement, sans être aussi pragmatique que les femmes. Et il y a aussi l'idée de, eux, c'est pas fermier, mais c'est le petit commerce, donc c'est discuté avec, et puis voilà, en termes de produits, du homard, des pizzas, ça c'était juste pour montrer les différences. Est-ce qu'il y a des questions sur ces exemples d'alimentation et d'engagement qui sont quand même sur l'alimentaire Il y a vraiment une montée des marchés alimentaires liée quand même à des inquiétudes fortes
et on paye plus en alimentation pour de la qualité. Derrière la qualité, c'est ce qu'on vient de voir, hein, c'est du bio ou du local, quoi. Et donc là, alors ça se tasse, hein, puisque depuis 1 an, les marchés alimentaires se portent moins bien. Pas forcément la proximité, hein, mais au global, on met moins d'argent dans l'alimentation parce que l'économie va mieux et qu'on a objet, on se rééquipe dans d'autres secteurs. Bon, comme il n'y a pas de questions, on va continuer. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non? Alors, juste maintenant sur la consommation plus globale. Je voulais juste, avec toujours ces façons de poser des questions qui sont ouvertes, vous montrer comment évolue la société, là, sur un pas de temps plus long, hein, en 20 ans, comment on s'imagine, qu'est-ce que ça veut dire heureux? Si je vous dis heureux, à quoi pensez-vous? Donc, on a toujours les mêmes mots, hein, ce qu'on se souhaite tous les ans au 1er de l'an, santé, famille, voilà, et travail, alors bon, argent. Il y a eu un changement qui est fondamental en 20 ans, et c'est ça que portent, hein, les nouvelles générations, c'est que, en effet, c'est toujours famille, c'est toujours santé, santé un peu plus fort, mais on va voir arriver des choses nouvelles. Travail, hein, contrairement à ce qu'on a pu dire pendant un moment, c'est une valeur qui est très forte, hein, qui monte même en 20 ans. On attache de l'importance au travail. Pourquoi? Parce que le travail, c'est un lieu où on a des relations, hein, où on investit des relations sociales, et donc ça a pas mal progressé. Et puis il y a un changement qui est qu'on est rentré dans l'ère des loisirs, hein, c'est-à-dire que, on le disait, mais pas du tout, hein, les mots que j'ai mis avec des flèches n'existaient pas. On n'associait pas heureux à vacances en 93, hein, donc en 20 ans, on est passé à ça. Donc ce qui compte, c'est du soleil, des vacances, et partir. Alors les petits-enfants aussi, ça c'est la société qui vieillit, c'est des mots qui pesaient moins. Puis il y a une chose qui a disparu, c'est pour vous montrer comment la société évolue, c'est réussite sociale. Hein, c'est qu'on disait en 93, alors ça paraît, c'est pas très fort, hein, mais c'est un mot qui a disparu. C'est qu'en 93, on associait être heureux avec la réussite sociale. Eh bien, en 2013, ce n'est plus du tout ça. Ça a disparu. On n'est pas heureux. Alors, l'argent est monté, hein, donc on le dit peut-être de façon différente, mais on n'a plus besoin d'ostentatoire, de montrer qu'on a un statut et qu'on réussit. Hein. Donc, voilà, être heureux, c'est de pouvoir partir en vacances, et c'est plutôt ça qui est valorisé. Donc, la société a bougé parce qu'en effet, on a plus d'argent aussi, on a plus de pouvoir d'achat en 20 ans, c'est vrai, et donc on a cette envie, hein, d'être plutôt sur une sphère du ludique, une sphère de je me fais plaisir, et ça c'est générationnel, l'hédonisme, hein, la valeur plaisir est montante. Dans l'effet de la crise économique, et puis parce que certains acteurs alors moi je pense beaucoup à ce qui s'est fait sur Vélib, mais c'est peut-être un peu très parisien, c'est qu'on a eu au moment de la crise économique, hein, ça venait de travaux plutôt toujours anglo-saxons, hein, Jeremy Rifkin, c'est que à une question qui est basique, c'est le rapport à la propriété. Est-ce que pour vous, les produits et les services de consommation, qu'est-ce qui est important? C'est de les utiliser ou les posséder? Et cette notion que finalement c'était plus important d'utiliser le produit que le posséder, eh bien ça a beaucoup bougé, hein, entre 2009 et 2010. Donc en 2009 et 2010, on est passé de 35% de Français qui étaient d'accord avec le fait que c'était plus important l'usage que la propriété à 65% en 2010. Donc à ce moment-là, c'était vraiment le début de la crise économique, hein, 2008, 2009, 2010. Et puis l'arrivée, en effet, d'acteurs comme Vélib, hein, qui expliquaient que c'était plus important de pouvoir se déplacer avec un vélo que d'en posséder un qu'on utilisait une fois tous les 6 mois, et que finalement, en termes écologiques, c'était pas intéressant. Et donc ça, vous voyez que finalement aujourd'hui, on est toujours à 2/3 des Français qui considèrent que c'est plus important d'utiliser. Et donc on a ce phénomène sur la propriété en mobilité notamment, hein, où on se déséquipe, on a de moins en moins d'équipements en voiture dans les très grandes villes, à des endroits où on peut se débrouiller autrement qu'avec une voiture. Et voilà, et les vélos ont envahi les villes. À Nantes, vous avez des biclous, voilà, des biclous qui sont aussi et qui font que dans la ville, on a de plus en plus, hein, le piéton, le vélo, et la voiture est un peu plus secondaire. Donc dans ce sens, hein, de l'environnement, ça a été poussé dans ce sens.
quand on essaye de demander aux citoyens pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'il va aller dans l'économie collaborative? Alors, la consommation collaborative, la définition qui est donnée, c'est pas forcément dans l'économie sociale et solidaire, c'est plutôt dans le fait qu'on a des échanges entre les consommateurs, c'est-à-dire que le consommateur devient acteur. Il peut vendre, il peut acheter, il peut, on échange directement sans intermédiaire, c'est un peu de la désintermédiation. Eh bien, ce dont on se rend compte, c'est que ça s'est développé en 2009-2010, pour une raison quand même qui pèse beaucoup, qui est pour des raisons financières. C'est ceux qui le font, on l'a mesuré, c'est d'abord ceux qui ont moins de moyens. C'est que ça permet de vivre moins cher. C'était en période ça s'est vraiment développé pendant la crise. On avait vraiment moins d'argent et ça permet de continuer à pouvoir habiller ses enfants. C'est sur certains secteurs qu'on a vu les achats d'occasion beaucoup progresser. Ça permet de se déplacer moins cher. Évidemment, un Blablacar, ça coûte beaucoup moins cher que le TGV pour venir à Nantes, par exemple. La deuxième raison en positif, c'est le lien social. Et puis arrive après, on a fait des qualis, etc. pour comprendre. Certains vont vous dire que c'est pour préserver l'environnement, mais ça vient après. C'est un peu comme sur le bio, c'est pas en premier qu'on va aller vers l'environnement. Donc simplement les questions qui me permettent de dire ça, et je vais un petit peu accélérer. Donc on pose la question avec parce que ça s'est développé aussi avec les plateformes et Internet qui a permis bien sûr de mettre en relation les gens pour échanger de l'occasion, de la location. Donc on leur demande, on leur dit ce que c'est, et on leur demande pourquoi, quels sont pour vous, qu'est-ce que vous pensez, pourquoi ça se développe. Donc on vous répond, c'est pas forcément pour eux, en premier, mais de façon très massive, les 2/3 vous disent que c'est avant tout pour économiser de l'argent. En second, ça vient la partie lien social, et en troisième, la partie soit société meilleure, soit, donc là il y a le volet un peu social du développement durable et préserver l'environnement. La question d'après, c'est les freins. Qu'est-ce qui fait, selon vous, le fait qu'on ne l'utilise pas beaucoup? Et donc là, il y a un frein qui est très important, c'est la confiance. On ne sait pas, on ne connaît pas avec les plateformes avec qui on va échanger. Et puis après, il y a la praticité, mais vous voyez, c'est beaucoup plus faible. Donc juste, on va passer la diapo d'après, parce que c'est juste quelques chiffres pour vous dire où ça s'est développé. Donc par exemple, sur le poids de l'occasion dans l'achat d'occasion sur des secteurs. Ici, c'est des données où on a tous les achats des Français, c'est l'INSEE qui fait ça. Alors, je n'ai pas de données plus récentes, mais on voit que ça a progressé. Et le produit sur lequel il y a le plus en nombre d'actes d'achat d'occasion, et c'est 10%, c'est le meuble. C'est des gros objets où finalement on va, alors dans le meuble, on a tout ce qui est hors électroménager, l'audiovisuel en deuxième, l'électroménager. Vous voyez que ça a progressé un peu partout, mais il faut savoir que c'est une pratique, je ne l'ai pas montré là, mais qui existait avant qu'il y ait Internet, et qui se faisait avec des vides-greniers, que évidemment Internet fait progresser le phénomène, mais Internet n'est pas majoritaire dans les échanges entre particuliers, et notamment, on le verra tout à l'heure dans les témoignages, il y a des associations qui le font pour aller dans ce sens. Ce qui continue de se développer le plus, l'occasion, ça a tendance un petit peu à stagner, c'est vraiment dans la mobilité. Et dans la mobilité, par exemple, le covoiturage, 20% des Français, au jour d'aujourd'hui, ont déjà, en tant que conducteur, pris un passager. Donc là, ce n'est pas forcément Blablacar, c'est est-ce que vous avez participé en tant que passager ou conducteur à un trajet en covoiturage. Donc voilà, on a essayé de formuler les choses pour que ça corresponde un peu à Blablacar, mais voilà, et 21% qui l'ont fait en tant que passager. Un autre, en termes de raison, on demande à ceux qui l'ont fait, qu'est-ce qui vous a fait que vous l'avez utilisé? Eh bien, vous voyez que c'est économiser de l'argent. C'est toujours, que ce soit les passagers ou les conducteurs, c'est pour économiser sur partager le prix du carburant. Et l'environnement, c'est que 15%. Donc, il y a toujours, majoritairement, pour ces actes du mieux consommer, il faut qu'il y ait une contrepartie qui ait du sens aussi pour le consommateur, même si c'est vrai, certains vont vous dire « j'ai plus de voiture pour des raisons environnementales », mais on sait très bien qu'à l'origine, quand on n'a plus de voiture, c'est qu'on a, à un moment donné dans sa vie, eu besoin de se dire voilà, ou bien le côté pratique, ou bien le côté économique. Juste un dernier chiffre, c'est sur le phénomène de location on héberge des particuliers, donc bon, derrière c'est plutôt Airbnb, là c'est plus faible. En tant que locataire, il n'y a que 11% des Français qui utilisent ça. Et en termes de profil,
que ce soit tout ce que je vous montre là, derrière, c'est vraiment les jeunes. Donc c'est générationnel. Cette consommation collaborative, elle n'est qu'essentiellement portée par les plus jeunes. Alors je ne vais pas... on va sauter la diapositive et puis celle d'après. Voilà, juste en termes de typologie des consommateurs, qui sont ceux qui font ou pas ce qu'on appelle la consommation collaborative, on l'a défini, un échange de biens, de location ou de services, eh bien, ça se diffuse dans la population avec, ici à gauche, on en a 60% qui ne le pratiquent pas, qui sont soit éloignés, soit qui n'en veulent pas de cette consommation collaborative. Et puis donc on en a 40% qui vont y participer de façon plus ou moins intensive. On a les plus riches qui sont en bas, qui sont, je les appelais les acheteurs de neuf. C'est ceux qui continuent d'acheter du neuf, mais qui donnent. Qui vont qui vont donner aux associations. On a ceux qui achètent de l'occasion, et puis on a ceux qui font plutôt que de la location. Et puis enfin, il y en a quand même qui sont acteurs du système pour gagner de l'argent, et ça, c'est un modèle de classe assez particulière. Ils sont assez peu nombreux, qu'on appelle les revendeurs, qui sont beaucoup plus dans j'achète des choses et je revends pour finalement être dans le système. Et donc on va passer à la diapositive. Bon, c'était juste le socio-démo, mais voilà. Et puis juste la diapo d'après, voilà, emploi, on a 41% de catégories qui finalement sont dans cette consommation collaborative à un instant donné et qui l'ont vraiment fait de façon importante. Et puis voilà, ceux qui sont éloignés, c'est vraiment ceux qui ont plus de 45 ou 50 ans, quoi. C'est vraiment ceux qui ne comprennent pas pourquoi on peut faire un cadeau d'occasion, parce que la relation à l'objet, ils n'ont pas été dans ce modèle-là auparavant, donc ils ne vont pas rentrer, ils ne comprennent pas comment on peut utiliser des choses qui ont déjà été utilisées par d'autres, donc ils ne sont pas dans ce modèle-là. Et puis il y en a qui ne le font pas pour des raisons aussi on préfère avoir le dernier cri. Il y a quand même des gens qui veulent de l'innovation et qui ne veulent pas ni louer et qui veulent posséder. Voilà, donc la population française n'est pas... Et juste une dernière chose, c'est qu'on a beaucoup travaillé sur cette consommation collaborative en essayant de montrer si oui ou non, ça avait un impact sur l'environnement. Est-ce que c'est vraiment meilleur pour la planète? Et donc ça, on a travaillé donc pour l'ADEME, donc c'est une étude qui vient juste d'être publiée. Et bon, alors c'est des scénarios, je ne vais pas rentrer dans le détail. On a regardé comment les pratiques allaient se développer d'ici 2030, et on a regardé combien on allait gagner, ici c'est en gaz à effet de serre, sur chaque type. Et on a vraiment pris des exemples précis. On a pris la mobilité. Est-ce qu'on partage, on fait du covoiturage longue distance ou courte distance? Il y a aussi la partie qui se fait à courte distance. Ou bien est-ce qu'on loue à des particuliers, système Drivey, etc., ou Coulicar. Et puis, on a regardé le logement, on verra tout à l'heure. Et en fait, les endroits où ça fait, selon les scénarios, on a fait plusieurs scénarios, on ne peut pas se projeter à 2030 sans dire, voilà, la vérité, ça sera ça. Eh bien, les endroits où il y a des effets, où ça fait baisser les gaz à effet de serre, pas toujours sur le scénario 2, mais sur au moins 2 des scénarios, c'est vraiment sur la mobilité. C'est là que c'est le plus fort. C'est quand on partage une voiture ou qu'on se met à plusieurs dans une voiture qui a un vrai gain pour l'écologie, pour l'environnement. Par contre, le logement, c'est pas... c'est des fourchettes énormes. Le Airbnb, en général, on chauffe pas plus. Enfin, il n'y a pas de gain énergétique, donc c'est pas un modèle qui écologiquement justifie un vrai gain pour la planète. Et sur la diapositive suivante, on a regardé aussi des échanges de biens, à la fois en alimentation. En alimentation, c'est le fait de faire des circuits courts. Bon, voilà, on en a parlé tout à l'heure. Il n'y a pas de gain en fait énergétique sur de gain en gaz à effet de serre. Et par contre, l'endroit sur l'achat d'occasion, c'est vraiment les gros. L'électroménager sur un lave-linge, ça marche bien. Donc là, on va avoir des témoignages tout à l'heure sur ce segment-là. C'est des gains importants quand la machine à laver. En fait, ce qu'on montre, c'est que c'est pas parce qu'il y a des innovations qui font qu'il y a moins de dépenses énergétiques qu'il faut changer sa machine à laver. Le coût le plus important, c'est le coût de la fabrication de la machine, et donc il faut la faire durer le plus longtemps possible, même si elle dépensait plus d'eau ou plus d'énergie. Et donc, sur les meubles, il vaut mieux les faire durer le plus longtemps possible. Et sur le reste, la location, parce que tout l'exemple qui est toujours donné, c'est la location de la perceuse, ça a peu d'impact. Voilà, juste pour conclure sur ces changements et le changement de la société, il y a vraiment eu du consommer mieux qui s'est fait
à cause de la crise. La façon de s'engager, elle est quand même pour aller vers plus d'écologie. Et il y a ce changement des jeunes générations. Donc ça vient d'un changement générationnel, et que les jeunes générations, elles ont besoin d'exister. On explique ça en ressources humaines. Elles ont un vécu dans la famille qui a beaucoup changé. Elles comprennent mieux la société. Elles sont beaucoup plus diplômées en termes générationnels. Je ne l'ai pas dit, mais il y a vraiment un niveau d'éducation qui fait qu'elles rentrent plus facilement dans les choses et qu'évidemment, elles peuvent utiliser les nouveaux outils digitaux. Et donc, elles veulent affirmer leur valeur dans la consommation. Mais ça peut être, c'est pas toujours, c'est éthique. Ça peut être éthique, mais ça peut être aussi une marque qui les fait rêver. Ils sont dans des modes, évidemment, on l'a dit, sur les réseaux sociaux. Ils font beaucoup plus confiance à un ami qui va leur dire voilà, la vérité c'est ça. Et évidemment, ça pose des questions. Et ils sont aussi beaucoup plus dans le plaisir. Donc, ils ont besoin d'expérience, de choses qui changent. Donc, ils zappent. Donc, c'est pas toujours. Les modèles ne peuvent ne pas durer. Et enfin, sur le développement durable, ils sont nés dedans. Ça, je pense que c'est pour tout le monde. Pour eux, c'est un prérequis. On doit penser à ça. Et sans doute que ça peut bouger très vite dans les nouveaux modèles qui se mettent en place. Voilà, je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Et voilà, est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous êtes retrouvés selon les générations ? Est-ce que les plus jeunes, vous vous retrouvez dans ce que j'ai dit ? Alors, moi, s'il n'y a pas de questions, moi, je vais faire part un peu de ce que j'ai compris et des leçons qui sont à retenir pour des acteurs de l'économie sociale et solidaire. D'une part, j'ai compris qu'il y avait un enjeu à anticiper des tendances, donc à comprendre l'impact des loisirs, la façon dont le bio s'implante et se développe, ces changements de consommation dont il faut bien saisir les ressorts, notamment à travers la dimension générationnelle. Et c'est vrai que du coup, je pense notamment à ceux qui sont porteurs de projets au sein des écosolies, c'est des dimensions qui sont vraiment importantes quand on pense à un projet entrepreneurial ou un projet d'activité dans le cadre d'une structure associative ou autre, de bien cerner ce qui se passe sur son marché et quels sont les ressorts de la consommation. La deuxième chose, c'était la question de la confiance. Et dans ce que vous avez dit, alors on a bien vu à travers la dimension d'économie collaborative comment la confiance, elle est importante. Mais ce qui est important, il me semble, c'est que du coup, dans ce que vous dites, c'est que la confiance, elle ne se crée pas sur les valeurs partagées, mais elle se crée sur de l'intérêt partagé entre le producteur et puis le consommateur. Et ça vient peut-être interroger la façon dont l'économie sociale et solidaire, qui en général arrive tout de suite avec des valeurs spécifiques, comment ça peut réinterroger la façon dont elle se positionne par rapport à ces types d'activités. Et puis enfin, la troisième chose, c'était la question de la transformation des modèles économiques et organisationnels que ça suppose. On a bien vu comment, du coup, l'économie collaborative a émergé ces dernières années, et elle vient peut-être questionner ces liens, les liens qui pourraient exister entre elles et puis l'économie sociale et solidaire. Ou plus exactement, comment est-ce que l'économie sociale et solidaire, elle peut être collaborative, ou comment est-ce que l'économie collaborative peut aussi être sociale et solidaire. Et du coup, alors moi j'avais une question, c'était comment est-ce qu'on passe de l'individu consumériste et intéressé, qui va intégrer une dimension de consommation et comment on passe de ça, si je suis un acteur de l'ESS, comment je fais en sorte que cet acteur, cet individu consumériste et intéressé va devenir un consommateur engagé et qui va porter aussi des valeurs qui sont compatibles avec l'économie sociale et solidaire. Oui, il peut les porter et puis après il peut les diffuser. C'est aussi les aider à diffuser ça. C'est que
c'est important de comprendre que les nouveaux systèmes de réseaux sociaux vont forcément faire des effets boule de neige, et si vous arrivez à en convaincre quelques-uns, ils vont forcément porter vos valeurs. Donc ce qu'il faut, c'est qu'en effet comprendre que tout le monde n'a pas les mêmes valeurs, hein, ça paraît évident, et que cette idée de partage de la valeur, et notamment hein, de répartition de juste valeur entre le producteur et le consommateur, hein, le commerce équitable redémarre, c'est certain que ça, c'est quelque chose qui est porté, qui en France, culturellement, on l'a toujours eu, qui aujourd'hui a pris plus de valeur à cause de la crise économique. Hein, quand même. Il faut comprendre qu'à chaque fois qu'il y a une crise économique, eh bien, on bouleverse, on pose question. Hein, on dit, et s'il n'y avait plus de croissance, et comment ça pourrait se passer, comment est-ce qu'on redistribue les cartes. Donc c'est quelque chose qui a été fort parce qu'il y a cette crise, qu'on a sans doute bouleversé des schémas avec cette crise, et que, en effet, l'économie de la fonctionnalité, le fait qu'on soit plus obligé d'avoir du capital pour produire des produits, ça s'est inséré un peu dans la société. Et donc, il faut évidemment surfer là-dessus. Hein. On sait que les coopératives, les grosses coopératives agricoles, elles surfent sur ça. Les mutuelles, elles surfent sur cette idée-là, hein, qu'il y a plus que la solidarité, qu'il n'y a qu'eux qui sont solidaires, alors qu'évidemment, c'est pas toujours le cas, mais qu'on partage. Donc ces valeurs de partage, elles sont montées, hein, ça c'est clair. Donc vous pouvez forcément trouver un auditoire plus important parce que c'est présent dans la société. Mais après, il faut faire attention, si on fait de la prospective, justement à bien comprendre qu'est-ce qui va durer. Et en effet, l'économie, elle redémarre. Hein. Alors, même si aujourd'hui le chiffre du chômage n'est pas bon, mais on sait que globalement, l'économie autour de nous est dynamique, donc on devrait pouvoir en profiter. Donc, c'est des choses qui peuvent, on l'a vu dans la crise économique précédente, c'est qu'il y a des choses, des valeurs qui sortent, et puis ça peut être balayé, quoi, en fait. Hein, ça peut être balayé par autre chose, par les attentats, ça a complètement changé les choses. Hein, c'est que on ne peut pas tout prévoir, donc il ne faut pas s'enferrer dans un modèle sans qu'il bouge, en fait. Hein. Ce que nous disent les choses aujourd'hui, c'est que ça bouge plus vite. Tout simplement parce qu'Internet bouleverse un petit peu la diffusion des choses. Il y a des mouvements qui peuvent tout d'un coup tout éteindre. Alors le bio, non. Hein. Le bio, c'est sûr que ça va durer pendant très longtemps parce que ça touche profondément, notamment cette peur pour sa santé. Mais voilà, par exemple, si je prends le sans gluten, c'est quelque chose qui vient des États-Unis, et puis ça s'épuise parce qu'à un moment donné, les consommateurs, enfin voilà, il y a une vérité scientifique qui montre que les maux d'intestin, c'est pas ça, et que c'est autre chose, quoi. Donc il faut pas, et ça va très vite, c'est-à-dire qu'il y a dans l'alimentation, il y a des modes qui font que tout d'un coup on bouleverse tout. Hein. L'avocat, c'est à la mode, tout le monde communique là-dessus, et puis tout d'un coup, dans certains pays, on est obligé de changer le modèle et tout le monde fait des avocats, puis ça va pas durer, quoi. En fait, il y aura un autre super aliment juste après. Donc c'est en effet de sentir ce qui bouge, et il faut être acteur dans le digital, quoi, parce que c'est là que tout se passe. Ouais. On va prendre quelques questions. On parle beaucoup de pratiques de consommation selon la génération, mais au sein d'une même génération, est-ce qu'il y a d'autres variables qui vont influencer la consommation, notamment le milieu social? Est-ce que, même parmi les jeunes, est-ce que tout le monde consomme vraiment bio? Non, alors le bio, c'est pas une pratique chez les jeunes, en fait. Hein. C'est vraiment la plus gros de la consommation bio, c'est dans les familles c'est quand on a des enfants qu'on se préoccupe plus de sa santé, et les jeunes, ils sont moins à acheter du bio, hein, peut-être pour des raisons économiques d'ailleurs, mais c'est plutôt les 40-50 ans qui consomment beaucoup de bio, et même les plus âgés, quoi, en fait. Hein. Au sein des 40-50 ans, est-ce que selon le milieu social, ou deux variables auxquelles Oui, il y a forcément la partie, alors c'est souvent plutôt diplôme que revenu, hein, qui font qu'on n'est pas du tout, on consomme
pas du tout de la même façon. Donc voilà, quand on appelle ça un capital culturel, hein, c'est pas négatif, mais plus on est éduqué et plus voilà, on va notamment aller vers ces modes de consommation du mieux consommer pour l'environnement. La partie préserver l'écologie, préserver l'environnement, c'est quand même lié à des classes sociales qui en ont les moyens, hein, ça c'est certain, même la consommation collaborative, hein, même du faire soi-même, hein, qui est en train de se développer. Ça commence toujours par les catégories, alors plutôt classe moyenne, mais classe moyenne haute, qui y voient un intérêt voilà, déjà pour la préoccupation santé. Hein, c'est d'abord les gens qui sont les plus, voilà, dans les classes sociales les plus hautes. Hein, la préoccupation, je mange pas de pesticides et tout ça, c'est d'abord dans ces catégories-là. Et après, ça peut gagner d'autres catégories plus modestes, mais à condition que pour elles, ça résonne. Et ce n'est pas toujours les mêmes ressorts, en effet, hein, sur le fait maison, le faire soi-même. Les générations mai 68 ont fusé la corvée de la cuisine. Et donc la corvée de la cuisine, dans la catégorie où on a d'autres problèmes, on ne se remet pas à faire la cuisine. Hein. Il y a tout un tas de choses comme ça et voilà, et refaire son jardin, c'est un peu bobo, quoi, en fait, hein, ça c'est sûr. Donc il y a vraiment des facilités d'accès à certains modes de consommation éthiques qui ne sont pas accessibles du tout aux plus modestes, et pourtant c'est ceux qui en auraient le plus besoin. Alors sur l'occasion, quand alors justement, par exemple, l'utilisation du digital, hein, le fait soi-même, on n'est pas toujours capable de l'utiliser. Donc il y a d'autres formes, hein, évidemment, les vides-greniers, etc., sont des formes qui vont toucher les plus modestes, et donc des associations qui témoigneront tout à l'heure qui vont vers ces populations, mais tout n'est pas accessible par les plus modestes. Je vais poser un peu la question. Par quoi on peut commencer qu'est-ce qu'on peut manger quand on n'a pas trop d'argent? Quand on n'a pas d'argent, on n'a pas trop de temps, même si on aime ça, l'idée de manger beau, c'est compliqué. C'est vraiment une question. Non, mais ça, je suis d'accord. C'est vrai que voilà, l'écart de prix, enfin, etc., fait que on n'est pas tous. Voilà, et puis, bon, voilà, après, on ne va pas faire le débat sur le bio parce qu'on n'est pas tous d'accord. Hein. Il y a vraiment les scientifiques sont alors vraiment pas du tout d'accord sur l'atout santé du bio. Hein. Ça, c'est clair que c'est à démontrer. Hein. Certains vous diront que même au contraire, hein, vu ce qu'on met dedans, ça peut être pire pour la santé. Donc, il ne faut pas non plus. Voilà. Alors, en effet, comme il y a de plus en plus de gens qui en consomment, ça fait rêver ceux qu'on ne consomme pas, mais il ne faut pas y voir un idéal. On a démontré qu'une chose, c'est que c'est meilleur pour l'environnement, et on n'a jamais montré que c'était meilleur pour la santé. Donc après, qu'est-ce qu'il faut? Voilà, après, ça, c'est une autre partie. C'est sur du bien manger avec des petits moyens. Il y a plein de choses qui montrent qu'en effet, il y a tout un tas de produits qui sont accessibles, mais il faut savoir que c'est bien pour la santé. Et on sait que les produits en conserve, etc., il y a tout un tas de légumes. Enfin, voilà, il y a tout un tas... Mais il n'y a pas besoin de savoir faire la cuisine pour bien manger, bien sûr, mais il faut juste... Parce que autant à l'école, on nous apprend l'écologie, autant s'il y a bien une chose qu'on n'apprend pas à l'école, et ce n'est pas dans les programmes, c'est comment bien manger. Voilà. C'est que la nutrition, il n'y a pas du tout de cours nulle part, même les médecins ne savent pas vous en parler. Donc c'est là-dessus qu'il y a le plus de fantasmes, en fait. Hein, et c'est là-dessus qu'il y a plein de rumeurs complètement voilà, abracadabrantes, c'est sûr. Et parce que culturellement, manger en France, c'est quelque chose qui est complètement culturel. Hein, on mange pour manger avec les autres. Hein, c'est là qu'on parle. Donc en fait, c'est quelque chose qui interpelle plus que dans d'autres pays. Hein, et c'est quelque chose qui inquiète plus que d'autres façons de consommer. Parce que ça touche... Enfin, je vous l'ai dit, à la santé, mais tout le monde ne raisonne pas comme ça, quoi. Et dans d'autres pays, on mange juste pour s'alimenter, hein, c'est physiologique, et on ne se pose pas autant de questions métaphysiques qu'ici. Ouais. J'avais juste une question qui fait un peu le lien, c'est sur la consommation de viande. On sait qu'il y a une tendance à la diminution. Est-ce qu'il y a des tendances pour expliquer pourquoi? Est-ce que c'est par volonté vraiment de ne pas manger de viande, ou est-ce que c'est parce que justement j'ai pas le pouvoir d'achat qui me permet, si je suis dans une démarche de qualité, de manger de la viande de qualité? Alors, il faut savoir déjà qu'il y a deux types de viande. Il y a la viande rouge et il y a la volaille. Donc déjà, la baisse de la consommation de viande rouge, ça date de 1980. Hein, donc c'est pas du tout récent. Et c'est pas vrai qu'on a une baisse plus forte. Enfin, ça fait 2-3 ans où ça baisse, mais
Et pourquoi au début des années 80 ? C'est parce que, c'est pour vous dire que dans la nutrition, hein, il n'y a pas de science, c'est une science nouvelle. C'est que dans les années 70, ce qu'il ne fallait pas consommer, c'était le sucre. Hein, c'était haro contre le sucre. À partir du début des années 70, il fallait plus manger de matière grasse. Et donc, c'est ça qui a fait qu'on a baissé la consommation de viande rouge. C'est parce que c'était lié aux matières grasses. Alors qu'on a fait des progrès énormes et on a les viandes les moins gras par rapport à d'autres modèles, hein, les moins persillés, etc. Donc, ça diminue par habitant, en volume. Hein, on en mange de moins en moins. Les jeunes en mangent beaucoup moins au même âge. C'est sûr qu'au moment de la crise économique, hein, ce qui a explosé, c'est les prix qui ont augmenté en 2008. Et ce qui a le plus augmenté, c'est la viande, et ce qui a le moins baissé, hein, parce que là on est plutôt en déflation, c'est le prix de la viande rouge. Donc c'est vrai que le volet économique, il a quand même aussi fait que là, depuis quelques années, ça continue de baisser de façon importante. Et puis se rajoute évidemment le bien-être animal, etc. et tout ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux et L214. Mais et puis aujourd'hui, c'est plus le gras, hein, c'est le sucre. Hein. L'aliment maudit, c'est le sucre. Voilà, ça a duré 30 ans, plus de gras, maintenant c'est plus de sucre. Donc ce qu'on sait, c'est que derrière la science, il n'y a pas de choses très nouvelles sur le sucre, il n'y a pas tellement de choses nouvelles sur la matière grasse. Il y en a quelques-unes qui sont bonnes, mais il y a quand même aussi des courants qui peuvent disparaître. Donc sur la viande, voilà. Après, ce qui fait qu'en effet, on sait qu'on en consomme pas mal en France, hein, en moyenne par rapport aux autres Européens. Donc, on sait que voilà, le bien-être animal, la préservation de la planète fait qu'on passe d'un régime protéines animales et ça s'inverse. C'est de plus en plus de protéines végétales. Ça fait en effet voilà, pas très longtemps, mais on va manger de plus en plus de protéines végétales et de moins en moins de protéines animales. Mais la volaille ne baisse pas, quoi, en fait. Hein. C'est plus pour des raisons de prix, vous avez raison, l'économie va mieux. Et donc, on va en effet réduire sa consommation de viande. Il y a un autre phénomène, c'est qu'on diminue sa consommation de viande après 50 ans, hein, quand il n'y a plus d'enfants, et puis parce que des médecins vous ont dit que... Et donc, la population vieillit, donc voilà, il y a des effets. Et ceux qui baissent leur consommation de viande rouge, hein, on pose la question, c'est d'abord après à 60, c'est les plus âgés, c'est les plus modestes, et bon, et c'est un peu plus les femmes que les hommes. Qu'est-ce qui fait, si c'est pas les évolutions scientifiques, qu'est-ce qui influence autant les consommateurs? Parce que on voit que le ministère, il a beau dire 5 fruits et légumes par jour, je suis pas sûre que les gens, ils ont... Est-ce que c'est les lobbies, moi, je pense que pour vous faire une idée de ce qui va durer, c'est que derrière, il faut quand même se poser la question de ce qui est vraiment scientifique. D'accord ? Et à un moment donné, le scientifique, quand il y a un consensus, il finit par s'imposer. Hein, donc, ce qui fait que ça va. Après, en effet, il y a quand même les réglementations européennes, et c'est sûr qu'on est le pays du monde où on doit avoir la réglementation qui protège le plus le consommateur. À l'Europe, on a les règles qui protègent le plus le consommateur par rapport aux États-Unis et à l'Amérique, et en France, mais pourquoi ? Parce qu'on est la population la plus inquiète. Hein, dans nos critères d'achat, ce qui est le premier, c'est garantie d'hygiène et de sécurité en France. Ce qu'on veut, c'est être protégé. Donc, on a des réglementations qui font qu'en effet, aujourd'hui, dans le nouveau PNNS machin, on vous dit qu'il faudra manger moins de pesticides. Parce que, voilà, et donc là, le moins de pesticides, bon, sans doute que petit à petit, des études ont montré qu'il fallait sans doute en consommer un peu moins. Mais voilà, la réalité, c'est qu'il y a déjà moins de cancers en France. Hein, on en a de moins en moins. Donc, tout ce qui va être véhiculé en disant les perturbateurs endocriniens, les pesticides, ça fait de plus en plus de cancers, voilà. Bon, c'est vrai qu'on a baissé la quantité de pesticides aussi. Hein. C'est dans les années 80 qu'il y en avait le plus. Petit à petit, en agriculture, on a baissé. Mais c'est que... Je crois que si vous voulez vous faire une idée de ce qui va être le plus durable, c'est qu'il faut regarder ce qui est dans ces effets de rumeur, hein, qu'est-ce qui est le mieux informé et qu'est-ce qui est le plus réel, et là où il y a le plus d'études et il y a le plus de consensus par rapport à ceux qui prennent la parole et qui sont pas plus chercheurs que n'importe qui et qui sont ceux qui font le plus de bruit sur les réseaux, quoi, en fait. Hein. Le consommateur... lambda, il n'a pas le temps de se pencher sur tout. Oui, mais il change d'avis, c'est-à-dire que forcément, quand je vous dis le sans gluten, par exemple, on voit que maintenant on en parle moins sur la toile.
C'est-à-dire que le sans gluten, ça a été un truc où en effet, il y a eu un voilà, c'est que on se préoccupe des maux de ventre. On a mal au ventre, donc on se dit on va essayer tout ce qui passe. Donc on va essayer sans lactose, sans gluten, etc. C'est des mouvements qui viennent des États-Unis et en effet, comme il y a eu des études qui ont montré scientifiquement qu'en effet il y a une vraie maladie qui touche des gens qui ont des problèmes, mais il y en a très peu, que les allergies, il n'y en avait pas tant que ça. Et ben finalement, les gens se remettent à manger normalement parce que ça coûte très cher de faire un régime sans gluten si on n'en a pas besoin. Donc, parce que les réalités, elles s'imposent après. Alors évidemment, ça a le temps de faire monter les marchés du sans gluten, mais oui. C'est un rapport aux scientifiques, ça revient à une question que je posais tout à l'heure. Où se situe-t-elle vraiment pour de vrai la notion du dit scientifique? Parce qu'apparemment, c'est la preuve du contraire qui doit être faite. Quand on regarde les médicaments, on sait qu'il y a plein de médicaments qui tuent plein de monde, mais on n'a pas la preuve du contraire. Le scientifique n'a pas prouvé que ça se faisait, même si l'observation le montre. Et je m'interrogeais sur, par rapport à l'individualisme qui semblait se dégager de l'enquête, n'y a-t-il pas l'émergence d'une forme de conscience collective qui conduirait à un sentiment de responsabilité? J'ai pas vu le mot responsabilité en fait. Et ça m'étonne parce que on quand même à se rendre compte on se rend compte de plus en plus de la finitude, ne serait-ce que de la planète sur notre vie d'abord, mais aussi de la croissance infinie sur un monde fini. Il y a une prise de conscience là qui me semble faire défaut, et je me demande si est-ce que c'est parce que vous n'avez pas posé des questions, parce que bon, vous pouvez aussi obtenir les réponses que vous voulez en fonction des questions que vous posez, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vous semble ne pas être présent dans la conscience collective, cet impératif environnemental, cet impératif écologique notamment? J'ai commencé par ça. Si, je vous ai montré. La partie prise de conscience écologique, ça, c'est sûr qu'elle est très forte. Hein. C'est ça qui a le plus caractérisé les 10 dernières années. Ça, c'est certain que les nouvelles générations, c'est évident qu'il faut faire attention. Et voilà, ils éteignent la lumière, etc. Ils sont complètement dedans. Ça, il n'y a pas de problème. Après, si vous voulez, c'est qu'il faut faire attention à des rumeurs. Moi, je ne sais pas si vous avez entendu le débat sur les vaccins. C'est-à-dire quand vous dites la science, c'est jamais blanc ou noir, d'accord? Et donc, en France, je vous l'ai dit, il y a de moins en moins de cancers. Mais il y a de plus en plus une espérance de vie qui diminue. Pourquoi? Parce qu'on est le pays où il y a le moins de gens qui veulent se vacciner. Et donc la grippe a tué tous les plus âgés. D'accord? Voilà, c'est que il faut arrêter de dire des choses qui sont ce qu'il y a, c'est qu'il y a un manque de rationalité en fait. C'est-à-dire qu'il y a un manque de hiérarchie des risques. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus tellement il y a des rumeurs à se dire ce qu'il y a de plus dangereux pour moi, eh bien, c'est d'abord la consommation d'alcool avant de consommer moins de pesticides, par exemple. Je vous donne juste un truc comme ça, c'est qu'on meurt 10 fois plus de boire de l'alcool que de consommer des aliments où il y a un peu de pesticides. Et c'est qu'on arrive. Et puis voilà, il vaut mieux être vacciné que de ne pas l'être. La probabilité Donc, mais simplement, c'est que c'est la rationalité, en fait, de choses qui sont fausses, qui sont diffusées sur les réseaux sociaux et qui sont animées par tout un tas de choses. Je veux dire, la théorie des complots, c'est aussi un truc qui est quand même complètement et il y a eu des périodes dans l'histoire où en effet il y a eu des décès et des décès parce qu'on refusait de se soigner, quoi. C'est sûr que on peut pas, il faut avoir à un moment donné être capable de faire la différence entre les types d'informations. On va continuer le débat avec les 3 témoins. Il y a des mains qui sont levées. Alors, si c'est possible de les garder pour tout à l'heure, une fois que les témoins seront intervenus, je vais laisser la parole à Damien. Alors, je vous propose de commencer par... On a trois personnes qui vont intervenir. Donc, il y a Dominique Degnaud, qui fait partie de la Confédération Paysanne. Si tu veux bien venir t'installer là. Donc, il n'y a pas besoin que je rappelle ce que c'est que la Confédération Paysanne. Ah, les jeunes générations nous quittent, je pense. Ouais. Et voilà. On s'envoie un SMS. Ouais. Oui, juste quelques minutes. Donc, la Confédération Paysanne, il y a besoin de dire ce que c'est. Tout le monde est au courant? Non? Un syndicat agricole qui est important en Loire-Atlantique, puisque c'est bien le seul endroit, la Loire-Atlantique, où c'est un secteur très maraîcher.
très agricole, enfin le département. C'est le seul endroit en fait où la FNSEA, qui est le syndicat majoritaire, on peut dire, dans l'agriculture, n'est pas majoritaire justement sur ce territoire. Pas totalement. C'est-à-dire que les deux autres syndicats, l'un plus l'autre, ça fait plus que la FNSEA. C'est ça, la FDSEA, je suppose. Ok. Grande question en ce moment dont Dominique va nous parler, c'est comment on renouvelle justement et parce qu'il y a beaucoup plus de départs, en gros 300 départs d'agriculteurs chaque année sur le département, et puis 150 installations. Donc comment on conforte, comment on inverse cette tendance peut-être. Et donc, on va parler peut-être des outils qui existent, qui sont CAP 44 ou la coopérative d'installation en agriculture paysanne. Et donc, Dominique est le président de la Confédération paysanne et il est aussi éleveur laitier. Alors, est-ce que tu es plutôt bio ou binge drinking à Vertou ? Alors c'est plutôt bio, mais voilà, je me présente pas toujours de cette façon-là parce que je considère que finalement le bio, ça peut être un angle. Mais c'est peut-être pas le seul et c'est pour ça que je vais peut-être pas m'attarder là-dessus parce qu'il y a plein de thématiques qui ont été ouvertes au travers de votre présentation, le bio, le bien-être animal. On se rend compte qu'il y a une multitude de sujets sur lesquels on pourrait s'étendre ou revenir, mais peut-être que les questions le permettront après. Je voulais peut-être revenir sur plusieurs choses. C'est comment la Confédération paysanne s'intéresse finalement à ces questions-là, les questions de consommation, les questions de relations consommateurs. Et puis je vais peut-être découper en 3 points, parce que 7-8 minutes, c'est assez court pour pouvoir s'étendre un petit peu. Pour nous, l'importance du lien entre le consommateur et le producteur, c'est vraiment quelque chose de central. Et aujourd'hui, c'est un lien qui a tendance aujourd'hui à se distendre un petit peu à certains moments, même si on a des impressions et des volontés qui nous feraient croire qu'il faudrait que les producteurs soient vraiment proches des consommateurs. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, la diminution du nombre de paysans, globalement, conduit... alors peut-être moins sur notre territoire, mais globalement sur la France, à une méconnaissance ou une moindre connaissance et un moindre contact entre les personnes. Ce qui permet aussi, ce qui génère sans doute aussi des inquiétudes, des questionnements qui sont parfois fondés et puis parfois infondés, et puis tout ce qu'on va voir paraître aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur la question du bien-être animal, des conditions d'élevage, des pesticides, et voilà, je pense qu'il y a toutes les choses que vous connaissez. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous paraît central, et là, on a vraiment un travail à faire à la fois dans la société civile pour continuer, entre guillemets, à avoir accès aux exploitations et aux agriculteurs, et du côté des professionnels, de continuer à ouvrir nos portes, à expliquer ce que l'on fait et comment on le fait et pourquoi on le fait. Et je crois que voilà, ces 3 questions, c'est comment, pourquoi, et puis où et un petit peu comment ça s'articule tout ça. Sur la question de la consommation alimentaire, il y a quelque chose qui, à mon avis... Alors, dans ce que vous nous avez présenté, à mon avis, ça donne à la fois des volontés. Et je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut vraiment remettre en avant, c'est la question de la valeur. Et nous, on pense aujourd'hui que continuer de penser que l'alimentation se fera toujours à des prix relativement bas, c'est sans doute faire croire quelque chose qui est impossible. Et aujourd'hui, on voit qu'aujourd'hui, pour faire des prix plus bas et pour que le consommateur puisse avoir accès à soit plus d'alimentation, à d'autrement plus de qualité, à avoir du bio moins cher, etc. Enfin, des choses qu'on entend quand même assez régulièrement. On n'a pas trop de secrets. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on veut faire moins cher, on est obligé de s'agrandir, on est obligé de mécaniser plus, on est obligé à certains moments de supprimer de l'emploi. Et nous, on dit aujourd'hui, pour inverser cette tendance-là, c'est-à-dire si on veut demain répondre à plus de contacts et plus de liens avec le consommateur, ça se fera avec plus d'emplois. Donc forcément sur des modèles de ferme qui seront sans doute un petit peu différents de ce que l'on peut développer aujourd'hui. Et donc il y a un vrai enjeu aujourd'hui sur la question de la transmission et de l'installation. Alors on est très attaché à cette question-là et on l'aborde au travers des organisations qui gravitent autour de nous, donc CAP 44 pour certains connaissent, la coopérative d'installation. Et aujourd'hui concrètement, on s'attache au fait que pour que il y ait une certaine solidarité et une répartition aussi de la valeur ajoutée, il est vraiment important aujourd'hui qu'on ait des situations qui soient viables, mais qui soient vivables aussi. Et en termes de tarification, ça veut dire qu'à un moment, un aliment
ou une alimentation qui vaut un petit peu plus cher, c'est aussi, je pense pour le consommateur, l'obligation de respecter un petit peu plus ce produit-là et donc de permettre aujourd'hui une valeur ajoutée qui puisse se répartir un petit peu mieux sur toute la filière. Et ça, je crois qu'il y a vraiment quelque chose de central aujourd'hui. Tirer toujours aujourd'hui les prix vers le bas et on voit que le bio peut se trouver dans la même dynamique assez rapidement. C'est dangereux. C'est dangereux pour le consommateur, c'est dangereux pour le territoire et c'est surtout dangereux pour l'emploi. Et ces trois axes-là, il faut vraiment qu'on puisse les développer. Au niveau de la Confédération paysanne, ça a été dit tout à l'heure, on est sur un département, mais je pense que c'est la situation de pas mal de départements français où on va avoir un grand nombre de départs en retraite, auxquels s'ajoute un grand nombre, je peux dire un grand nombre aujourd'hui de départs anticipés, c'est-à-dire de gens qui jettent l'éponge pour plein de raisons. Des raisons qui peuvent être économiques, qui peuvent être d'ordre familial, qui peuvent être d'ordre de la santé. Et puis aussi un changement un changement un petit peu dans le mode de pensée, c'est-à-dire qu'on était paysan pour une carrière entière et ça devient de moins en moins vrai. Et je trouve que c'est quelque chose de plutôt positif parce que se dire aujourd'hui qu'on peut être paysan pendant 10 ans ou pendant 15 ans et qu'on puisse faire autre chose après, alors actuellement c'est plutôt avant, mais c'est quelque chose de bon, mais qui va bousculer aussi notre obligation de renouveler et d'avoir finalement un transfert, pouvoir remplacer de façon plus efficace les personnes qui partent par de nouveaux arrivants. Et aujourd'hui, le vivier des personnes qui peuvent aujourd'hui reprendre des exploitations et reprendre finalement le flambeau de la production agricole, il était cantonné jusqu'à il y a encore très peu d'années uniquement dans les, je dis rapidement, les filles, fils, neveux, nièces de paysans. Et là, on est dans un vrai basculement où aujourd'hui, finalement, le nombre de personnes non issues du milieu agricole, alors on les appelle les NIMA, c'est pas très glamour, mais voilà, c'est comme ça qu'on les dénomme, vont devenir majoritaires. Et donc, ça veut dire qu'on a besoin de les accompagner à la fois dans leur intégration au sein du territoire, puisqu'on ne s'improvise pas agriculteur ou paysan dans une zone quand on ne la connaît pas, quand on ne connaît pas les voisins, quand on ne connaît pas toutes les choses qui vont graviter autour. Et ça contribue vraiment au fait qu'un projet peut être réussi. Donc ça, c'est vraiment un des premiers aspects. Et après, pour que ça fonctionne, c'est la rencontre sans doute d'un territoire, de gens qui ont envie de faire des choses, de collectivités qui peuvent nous soutenir aussi sur ces choses-là, de fonciers disponibles. Alors je le rappelle, à certains moments, ça fait un peu sourire, mais sur la métropole, par exemple, on a beaucoup de fonciers disponibles. Ce n'est pas pour ça qu'il est libre. Alors je précise, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'hectares de friches, mais ce n'est pas pour ça que les propriétaires sont prêts aujourd'hui soit à vendre, soit à louer pour de nouvelles activités agricoles. Quand on est dans des zones où il y a une pression urbaine importante, on se rend compte qu'il y a un vrai décalage là-dessus. Donc là, il y a un vrai travail à faire. Et puis, c'est la rencontre d'un candidat avec ce projet, avec son projet, avec ce qu'il a envie de faire, avec parfois ses utopies. Parce que des fois, on a envie de faire quelque chose qui nous paraît très beau quand on le réfléchit. Et puis, quand on le confronte à la réalité du terrain, il faut recaler des fois un certain nombre de choses. Et ça, c'est vraiment le travail aujourd'hui qu'on essaye de mener avec CAP 44 et puis avec la SIAP et ses différents volets, mais qui pourraient vous être présentés à un autre moment. Donc voilà ce que je voulais un petit peu dire. Je pense que j'ai un peu dépassé, mais je voudrais vraiment revenir sur le fait qu'il n'y a pas d'économie possible si on n'a pas une juste répartition de la valeur et qu'aujourd'hui, sur les biens alimentaires, on a sans doute besoin de voir un petit peu de hausse de prix et que la suppression à certains moments des intermédiaires ne va pas tout régler sur la valeur de l'aliment qu'on consomme, et je pense que c'est important qu'on puisse lui mettre un petit peu plus de valeur, et ça, je pense que tout le monde peut y avoir intérêt. Merci. Merci pour cette question hyper synthétique. Je vais proposer à Dominique Fièvre de Envie 44, parce qu'on va prendre les 3 questions pour maîtriser le temps, les trois interventions. Donc Dominique Fièvre, c'est le directeur d'Envie 44. Alors Envie 44, je vous explique aussi ce que c'est. C'est donc une structure d'insertion, c'est-à-dire que c'est une structure qui récupère de l'électroménager et qui va le remettre en état pour proposer, d'une part, pour qu'on limite nos déchets, d'autre part, pour proposer du matériel, en l'occurrence électroménager, à bas prix, mais de qualité. Et puis surtout, pour pouvoir faire ça en créant des emplois qui sont des emplois aidés par l'État dans le cadre de ce qu'on appelle des contrats d'insertion par l'activité économique.
C'est un réseau qui a été créé à l'initiative d'Emmaüs dans les années 80. Et aujourd'hui, en Vie 44, il y a 2 magasins. Un sur Saint-Nazaire et un sur Saint-Herblain. Et donc voilà, là on est plutôt sur les questions évidemment dont Pascal a parlé sur quel intérêt pour oh, je peux arriver à le dire. Bon bref, qu'est-ce que t'en penses? Merci, t'as tout dit. Bonsoir à tous. Quelques chiffres pour compléter ta présentation. Comme tu l'as dit, donc on est une entreprise d'insertion qui est conventionnée sur le département du 44. On salarie une centaine de salariés avec 2 établissements. Sur ces 100 salariés, vous en avez 65 qui sont en parcours d'insertion et le reste, ce sont des professionnels dans la gestion, dans le technique, voilà, qui encadrent les salariés en parcours d'insertion. Chaque année, on collecte alors pour l'activité réemploi, 1500 tonnes, 1600 tonnes sur le territoire. Et sur ces 1600 tonnes, on en réemploie 340 tonnes. On utilise 340 tonnes pour réemployer du matériel électroménager. Donc, ce qui fait un taux de réemploi de 20-24% chaque année. Ce qui génère le fait qu'on produit globalement 8000 gros électroménagers par an. Et on vend 8000 électroménagers par an. On vend ce qu'on produit. Donc c'est plutôt encourageant. Si on en vient un peu plus sur le sujet, le projet Envie repose sur trois piliers. Le premier pilier, c'est la dimension environnementale, c'est-à-dire qu'on collecte des déchets et on les transforme en produits finis. On transforme une partie en produits finis. Donc l'idée est de prolonger la durée de vie des appareils, d'un certain nombre d'appareils. Globalement, il faut 3 appareils pour en produire un nouveau. Voilà, en intégrant les pièces détachées et en partant d'un appareil qui est plus ou moins abîmé. Donc voilà, et globalement, en moyenne, il faut 5 heures de travail. Ça génère 5 heures de travail par appareil auprès d'un salarié. Donc ça génère évidemment de l'emploi local. Donc voilà, la dimension environnementale est une dimension extrêmement importante du projet d'Envie. L'autre dimension, j'ai commencé à l'évoquer, c'est la dimension emploi, lutte contre l'exclusion, puisque évidemment cette activité génère de l'emploi local, à la fois sur des salariés qu'on va dire classiques, des professionnels de nos activités, mais aussi sur des personnes qui sont globalement en situation d'exclusion, avec des faibles niveaux de qualification. Donc le projet, c'est de leur proposer de les mettre en situation de travail, leur proposer un vrai contrat de travail. On n'est pas sur des contrats aidés, c'est un vrai contrat de travail, et de les accompagner socialement et professionnellement pour sortir dans l'emploi durable. Après, ce qu'on appelle l'emploi durable, c'est sortir sur le marché du travail dans les meilleures conditions. Et puis il y a une autre dimension, économique, c'est qu'on crée de la valeur. On recrée de la valeur à partir des déchets. Donc pour essayer de faire le lien avec votre intervention, les enjeux qui nous sont posés nous aujourd'hui, c'est que globalement on arrive à vendre ce qu'on produit. Pour autant, on pourrait vendre beaucoup plus. C'est que la demande est relativement forte et un certain nombre de clients viennent dans nos magasins, mais ne trouvent pas nécessairement le produit qui leur convient. Donc, un des enjeux pour nous, c'est de pouvoir produire plus. Donc derrière, c'est développer une capacité de production beaucoup plus importante. Derrière, ça induit des problèmes de foncier, d'infrastructure. Voilà. Donc il y a tout un travail à développer sur le modèle économique d'Envie, qui est composé pour une grosse partie d'un chiffre d'affaires, 85%, et puis 15% qui sont des prestations d'insertion qu'on rend à la collectivité sur notre mission d'insertion. Donc l'enjeu du modèle économique est un enjeu assez complexe à tenir, puisqu'on combine projet environnemental, projet d'insertion et puis projet économique. Donc
on voit qu'il y a beaucoup de porteurs de projets aujourd'hui qui se lancent sur les activités ou qui essayent de se lancer sur les activités du réemploi. L'idée aussi des écosolis aussi, hein, c'est de travailler avec ces porteurs de projets pour bien les accompagner et essayer de sécuriser le potentiel modèle économique qu'ils vont pouvoir développer. Un autre enjeu qui nous est posé, c'est par rapport aux consommateurs, c'est quels sont les effets de levier qui font que on peut déclencher un acte d'achat au sein d'Envie. Alors les trois éléments que j'ai posés sont des éléments, mais l'élément premier, c'est le prix. Le prix. C'est-à-dire quand on vient à Envie, en général, c'est pour acheter un appareil ou se faire réparer un appareil dans des conditions économiques qui sont inférieures de 50% en moyenne de ce qu'on peut retrouver dans les magasins qui vendent du neuf. Mais ça ne peut pas être que ça. De ce fait-là, on s'adresse à une partie d'un public qui a un faible pouvoir d'achat. D'ailleurs, j'ai une anecdote sur l'autre marché. Il y a 2 ans, on était présent, on avait un stand et il y a une femme et sa fille qui passent devant le stand d'Envie et qui lui dit, la maman dit à sa fille, je connais bien Envie, c'est réservé aux cas sociaux. Donc je me suis attardé à lui expliquer le projet d'Envie et un des enjeux pour nous, c'est de toucher une autre clientèle que la clientèle qui a un faible pouvoir d'achat. Et l'idée de passer d'un acte d'achat qui est déclenché par le prix vers la dimension environnementale doit s'accompagner chez nous, et c'est un autre enjeu, vers une qualité de service qui accompagne notre production et notre vente d'électroménager. Je ne sais pas si je suis assez clair. Donc c'est pour ça qu'au sein d'Envie, ce qui fait aussi notre développement, c'est qu'au-delà de rénover, vendre des appareils et prolonger la durée de vie, donc la dimension environnementale, on a accompagné notre production et notre production d'un service qu'on essaie de développer de qualité. On fait de la livraison, on garantit nos appareils et ça sécurise beaucoup le client ou le potentiel client quand il vient au sein d'Envie. Voilà, et on essaie de développer d'autres services qui viennent compléter. Et au-delà du gros électroménager, c'est aussi de s'adresser à un autre public, un public plus jeunes. Alors il y a des jeunes qui viennent chez nous, mais sur la question du prix, faut pas se leurrer en premier lieu. Donc c'est essayer de développer une production nouvelle. On va se lancer très prochainement dans la production d'écrans, la réparation de téléphones aussi. Donc c'est un projet pour 2018. L'idée, c'est de sensibiliser, de capter un nouveau public à travers des nouveaux modes de consommation, des nouveaux modes de consommation. Voilà ce que je pouvais dire. Je ne sais pas si je suis vraiment dans le sujet. Oui. Oui. Alors, une des dimensions supplémentaires qu'il faut qu'on développe, c'est qu'on est basé à Saint-Herblain, donc 18 rue Bobissance, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc en pleine zone industrielle. Et donc c'est vrai que la notion de proximité par rapport au potentiel consommateur est quelquefois en question, se pose. Donc ce qu'on essaie de développer aujourd'hui, et c'est propre à l'économie sociale et solidaire, c'est de la synergie avec les autres acteurs, comme les écocycleries. Donc on vient de passer une convention avec Trancanton, qui est une écocyclerie qui travaille sur le pays d'Ancenis. Une nouvelle convention avec l'écocyclerie du vignoble nantais qui est sur le pays de Vervalette. Voilà. Et puis on réfléchit à passer une convention avec l'atelier du Remploi pour essayer de développer une espèce de corner qui pourrait se positionner sur les écosolis. Un des enjeux, c'est qu'il faut qu'on soit beaucoup plus en proximité du potentiel client, parce qu'on est très très peu connu. Quand on vend 8000 appareils et qu'on représente sur le territoire grosso modo 1 à 2% de la vente de gros électroménagers, les enjeux de développement sont extrêmement importants. Et on est très très peu connu. Quand on fait la grande braderie des écosolis, on rencontre plein de personnes qui ne nous connaissent pas. Donc il y a tout un travail d'explication et de pédagogie. Et je terminerai peut-être par ça, c'est que on a besoin, moi je vois que Maëlle est présente, on a besoin en termes de communication et de soutien de la collectivité. Je pense que la collectivité a un vrai rôle pour faire la promotion d'une consommation
responsables, telles que celles qu'on développe ou telles que celles que développent les collègues, et que la collectivité n'ait pas peur de consommer, de communiquer de façon offensive sur ces sujets. On sent une certaine réticence sur des logiques de concurrence. Mais il y a un vrai choix politique au sens sociétal, et donc il faut que les collectivités s'engagent plus. Je sais que la collectivité de Nantes Métropole s'engage beaucoup, mais il faut aller encore plus loin. Elle peut aller encore plus loin. Merci. Très bien. Et puis on se voit le 4, on se voit le 4 mai prochain. Et donc, je prône, moi, il y a eu pas mal de réflexions sur l'économie circulaire sur le territoire, qui ont été conduites, et j'ai toujours prôné, moi, dans les groupes de réflexion, sur l'idée de peut-être créer une espèce de maison du réemploi sur le territoire de Nantes Métropole, qui pourrait fédérer l'ensemble des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui travaillent sur ce sujet-là, et qui serait un vrai lieu de promotion, de nos activités pour toucher un plus large public et sensibiliser un plus large public. Voilà. Et donc notre troisième invité, c'est Jean-François Pilet. Il est directeur du Crédit municipal de Nantes. Alors, Crédit municipal de Nantes, c'est anciennement les Monts de Piété. C'est donc un organisme qui fait du prêt sur gage, un peu comme quand on met son arme au clou, sa carabine au clou pour gagner de l'argent, enfin pour qu'on se prête de l'argent. Du microcrédit, bon bref, en gros, l'enjeu, c'est l'accès au crédit des personnes qui sont très en difficulté bancaire. Alors ça, c'est une première chose, mais c'est aussi, pour une deuxième raison, c'est Sonante. C'est-à-dire que le Crédit municipal est le porteur principal, ou je sais pas comment dire, l'initiateur de Sonante, qui est la monnaie locale complémentaire, qui a été proposée en gros par l'agglomération de la ville de Nantes. Alors, à tout seigneur, tout honneur, il y a aussi une autre monnaie locale sur le territoire qui s'appelle le réel, qui est plutôt sur le Sud-Loire, on peut dire, je sais pas. Sud-Loire, on peut dire, c'est Sud-Loire. Alors, autant le réel est réel, autant Sonante est dématérialisé. C'est ça, on va en parler. Juste pour dire, en gros, le concept de la monnaie locale, peut-être c'est intéressant de le dire, c'est de convertir une partie de la monnaie de ces euros dans une monnaie locale. Ça permet de créer une masse de liquidité, d'argent, qui va être un peu capturé par le territoire, qui sera consommé que par les gens qui sont adhérents des dites monnaies. Et donc ça évite que ça parte alimenter des gens qui sont pas qui ne sont pas adhérents, quoi. Donc des fonds de pension, des actionnaires anonymes et tous ces gens, voilà. Donc voilà, ça permet donc de dynamiser l'économie locale, voire de faire de la résilience de territoire et tout ça. Mais ça, tu vas nous en expliquer. Donc est-ce que ça joue justement sur les actes de consommation? Merci beaucoup pour cette présentation. Donc effectivement, Sonante, pour vous le présenter rapidement, c'est donc une monnaie locale complémentaire qui fonctionne sur le principe très simple, 1 euro, une sonnante, 1 euro, une réelle, enfin un réel, pardon. Voilà, ça c'est toujours la même idée. Quand vous convertissez en tant que particulier de l'euro en monnaie locale, du coup ce qui se passe, c'est que vous allez consommer chez un commerçant qui lui-même va devoir ensuite trouver un fournisseur local pour réutiliser la monnaie que vous venez de lui donner, et le fournisseur de ce commerçant devra lui-même retrouver un autre fournisseur pour lui pour retrouver le moyen de dépenser ses sonnantes, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc on alimente cette logique de circuit court dont vous avez beaucoup parlé, et qui permet de redonner du sens quand même à nos achats. Et moi je pense que ça c'est un point vraiment... alors moi j'ai pris plein d'éclairages sur plein d'explications. Sonante aujourd'hui c'est à peu près 1400 adhérents particuliers. Alors moi je suis de la génération low cost, mais on retrouve 75% des adhérents Sonante qui ont moins de 45 ans, 50% qui ont moins de 35 ans, et donc une appétence des jeunes pour aller sur la monnaie locale extrêmement forte. Donc moi j'ai beaucoup aimé l'expression de départ, c'est-à-dire la consommation est un marqueur pour exprimer ses valeurs chez la jeune génération, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve de manière très très forte sur Sonante. Alors on pense aussi que c'est le fait que ce soit une monnaie numérique, bien sûr, qui favorise ça, puisque Sonante ne s'échange qu'avec une carte, on peut payer avec une carte. Ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est que c'est aussi un outil pour les entreprises et pour les associations, et d'une manière générale pour les professionnels, sur la notion de crédit inter-entreprise, c'est-à-dire du fait qu'on puisse
échanger en monnaie locale entre professionnels, non pas tant uniquement par l'argent qu'on a reçu des particuliers, mais aussi comme un mode d'accès à une forme de crédit, c'est-à-dire qu'on peut se mettre à découvert. Alors quand on parle un peu technique, on appelle ça un barter, ou en tout cas un système de crédit inter-entreprise. J'y reviendrai tout à l'heure parce que quelque part là ça illustre alors un point qu'on n'a pas du tout couvert, parce que là on parle plutôt des échanges entre professionnels, mais qui est celui de la solidarité aussi sur les modes de financement, qui est aussi une autre tendance. Alors je vais tâcher d'élargir à la fin sur un peu les tendances bancaires par rapport aux réflexions d'Ecosoli d'une manière générale, mais voilà, c'était les 2 points que je voulais dire. En fait, pour moi, sur Sonante, le point le plus marquant aujourd'hui, pour moi, sur les raisons pour lesquelles les entreprises ou les particuliers viennent, c'est cette notion de valeur, en fait, de l'acte d'achat qui donne du sens, c'est-à-dire globalement la compréhension qu'on a un bulletin de vote pour voter, mais qu'on a un porte-monnaie pour acheter. Et que c'est une deuxième expression du pouvoir qu'on a en tant que citoyen pour faire changer les choses. Ou qu'on a en tant qu'entreprise pour faire changer les choses. Parce que là aussi, il y a une conscience citoyenne qui monte au niveau des entreprises. Donc on retrouve sans grande surprise aujourd'hui sur les adhérents professionnels de Sonante, par exemple, une grande variété de secteurs d'activité, mais on retrouve énormément dans les gens du bâtiment, des artisans qui se préoccupent du local, comment on produit en local, et qui sont souvent, un peu comme la Confédération paysanne, pas dans le syndicat majoritaire de la construction. C'est pas Bouygues qui vient grosso modo pour caricaturer à être adhérent Sonante. On va retrouver des entreprises de services énormément en charge de la RSE, et puis on retrouve beaucoup d'acteurs de l'ESS, bien entendu, c'est-à-dire des gens qui sont proches en termes de valeur de cette notion de circuit court et de développement durable, tout simplement. Donc voilà, le porte-monnaie, outil du changement, je pense que c'est quelque chose que tout le monde s'est approprié. Et en tant que particulier, c'est je prends le pouvoir, je change. Non seulement j'achète différemment, je change mon acte de consommation, mais c'est la prise de conscience que mon moyen de paiement peut être aussi un acte responsable. Donc ça, je pense que c'est une autre dimension qui est en train d'arriver. Et d'une manière bancaire, on le retrouve aussi sur l'épargne. C'est-à-dire où est-ce que je mets mon argent quand je fais de l'épargne? Est-ce que je le mets n'importe où? C'est des grosses tendances avec le domaine bancaire qui s'affole par rapport à ça. Des obligations pour les entreprises cotées en bourse maintenant de publier des rapports sur le développement durable. Enfin, sur la partie financière, il y a aussi une grosse tendance par rapport à ça. Je voulais l'illustrer par 2 exemples, tout ce qu'on vient de se dire. Le premier, c'est l'autre marché, auquel on a participé, nous, cette année, avec un partenariat avec les Ecosoli. Et moi, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est quand on est allé voir la première fois Marc pour discuter de tout ça, c'est que la première attente, c'était de dire non, il faut nous aider sur les outils numériques. Parce qu'en fait, il y a très peu d'appropriation aujourd'hui par les acteurs qui sont sur un marché de l'ESS d'un simple terminal de paiement électronique. Alors on a essayé d'apporter notre part et de proposer une offre par rapport à ça, mais moi je suis extrêmement surpris par rapport aux grosses tendances de fonds qui arrivent sur le monde de la banque, c'est-à-dire on paye avec son téléphone portable, c'est prêt aujourd'hui, de ce que ça veut dire pour les acteurs de l'ESS de ne pas changer par rapport à ses habitudes de consommation. Si en plus c'est les jeunes, c'est ce que vous démontrez, qui ont les valeurs les plus prégnantes par rapport à ça, leur mode de consommation à eux, c'est le téléphone portable. Demain, dans 10 ans, je pense que voilà, il y a des réglementations qui sont en train de passer pour baisser les seuils d'espèces autorisés avec lesquels on peut payer. C'était 3 000 €, c'est devenu 1 000 €. Donc tout ça, la tendance au numérique sur les moyens de paiement est une tendance extrêmement forte. Et il ne faut pas du tout sous-estimer alors pas dans les 2 ans, pas dans les 5 ans, mais alors dans les 10 ans qui viennent, la révolution est en marche. Vraiment. Donc vraiment, je pense que ça, c'est quelque chose en tendance de fond qu'il faut... révolution en marche, j'ai pas fait exprès, je suis désolé. Je dois être un tout petit peu influencé par l'actualité. J'ai vu des sourires, j'ai compris, mais trop tard. Le deuxième exemple que je voulais prendre, c'est concernant la Nantes Digital Week, toujours sur le numérique. On avait organisé un vide-grenier avec notamment un exposant qui était en V44 sur un vide-grenier dont le principe était que des particuliers donc, et qui se payent entre eux en monnaie locale uniquement. Et ils se sont payés en monnaie locale uniquement, en sonnante, et donc en numérique. Donc ça veut dire, quand c'était en 2016, à Nantes, on a fait un événement entre particuliers qui sont payés par des virements depuis leur téléphone portable sur un stand dehors. Alors, on était dans le réemploi, on avait beaucoup de choses dessous ce qu'on a dit, mais on s'est payé qu'en monnaie locale. Aujourd'hui, les banques ne sont pas capables de faire ça, techniquement. On ne peut pas encore le faire en euros. C'est prêt dans 1 an.
hein, pour illustrer ce que je disais là. Donc nous, c'est une sorte de veille aussi, parce qu'on se dit, pour le moment, on a une différenciation avec un outil sympa pour payer, mais l'expérience utilisateur, elle va vite nous rattraper, et ça arrive vite. Par rapport aux monnaies locales, pour revenir au sujet de départ, c'est rigolo que vous ayez parlé du Vélib, parce que moi j'utilise beaucoup le Vélib pour expliquer ce qui se passe sur les monnaies locales. J'ai travaillé avant dans une autre vie professionnelle dans un centre de congrès. Les centres de congrès, ils ont poussé en France dans les années 90, fin 80-90. Ils avaient tous la même moquette au mur, enfin voilà, mais il y a une espèce de truc pour les collectivités. Il a fallu un centre de congrès dans les années 90. Vous regardez en avant, à un moment il a fallu des patinoires. Pourquoi est-ce qu'il faut des patinoires en France? Ça, je ne sais pas, mais il n'y a pas une grande ville qui n'avait pas sa patinoire. Les médiathèques sont devenus l'élément indispensable. On avait des bibliothèques, mais ça ne va plus, c'est pas assez. Il faut des médiathèques. Il y a des espèces de modes dans les collectivités. La dernière en date, c'est le vélo. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui est parti de Lyon, puis à Paris, et puis maintenant, vous n'avez plus une seule grande métropole en France qui n'a pas son circuit de vélo. Pourquoi? C'est devenu un marqueur. Et qu'on veuille l'admettre ou pas, il y a des compétitions entre les grandes villes. Ça s'appelle du marketing territorial, pour prendre un mot très savant, mais c'est de ça dont on parle, c'est-à-dire une concurrence. Il est en train de se passer un truc dont on sera vraiment sûr dans 3-4 ans, mais moi je vois des signaux sur les monnaies locales qui commencent à ressembler à ça. Paris s'intéresse à la monnaie locale énormément. Barcelone vient de lancer la sienne. Montréal lance sa monnaie locale. Rennes en a une depuis longtemps, si on est plus proche. Le Pays de Ré, on en a parlé tout à l'heure avec le réel. On a Éole à Brest. J'étais voir les gens du Pays Basque avec l'Eusko, qui est une monnaie locale qui monte énormément. Enfin, il y a un truc autour des monnaies locales, je pense. Alors, les acteurs de l'ESS l'ont repéré, hein, je vous l'ai dit, vous êtes déjà dans ceux qui adhèrent le plus. Les écosolies acceptent de monnaie locale ici. Enfin, c'est déjà là. Mais en tout cas, je pense que ça peut vraiment être une tendance de fond. Et moi, je voulais finir à l'invitation de Damien hier par un élargissement encore plus grand sur le domaine bancaire. Et pour finir sur la question de résilience. Les monnaies locales, pour tous ceux qui ont regardé le film Demain, je pense qu'il y en a une bonne partie ici, on vous explique beaucoup mieux que moi à quel point il y a un parallélisme de fond entre le système financier actuel et un véritable écosystème diversifié. Et que le fait d'avoir une monnaie, c'est comme si on avait une forêt avec que des pins, et donc on a une sensibilité extrêmement forte au moindre parasite ou à l'incendie qui met tout en flamme hyper vite. C'est ce qui s'est passé en 2008, et l'histoire nous montre que ça s'est passé avant, et que si ça se passe à répétition alors qu'on n'a pas changé fondamentalement le système, ça risque de se reproduire. Regardez ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Trump arrive et est en train de faire de la dérégulation dans le domaine bancaire. Ça fait partie des choses qu'il n'avait pas vraiment annoncées, ça, mais c'est en train d'arriver à grands pas, la dérégulation dans le domaine bancaire. Donc ça veut dire qu'on peut tout à fait retrouver, c'est pas du tout vrai en Europe, hein, la BCE veille, mais par contre au niveau américain, il peut y avoir des dérégulations, donc on peut retrouver des facteurs de crise économique ou de crise financière en tout cas majeure, même si il y a l'amélioration de l'économie d'une manière générale, il y a quand même cette crainte-là. Globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où vous avez un système de monnaie locale sur plusieurs territoires avec une grande diversité, parce qu'on ne va pas rentrer dans le détail, mais il y a plein de typologies ou de paramètres dans une monnaie locale qu'on prend ou qu'on ne comprend pas, c'est-à-dire qu'on retrouve un écosystème diversifié et qu'on peut du coup avoir un système de résilience financière des territoires qui fait qu'on pourrait contenir ce qui s'est passé en 2008, c'est-à-dire que vous avez un modèle économique, vous êtes capable de produire, mais vous n'êtes pas capable de trouver de l'argent à votre banque pour l'accompagner, pour reprendre votre entreprise ou votre ferme. On ne veut pas, la banque ne peut pas vous prêter. Et donc à partir de ce moment-là, la monnaie locale retrouve une vertu sur chacun des territoires, d'être un système aussi d'échange, je vous en ai parlé, de crédit inter-entreprise. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous pouvez vous mettre en découvert en monnaie locale, vous pouvez du coup utiliser une capacité de trésorerie auquel vous n'avez plus accès avec votre banque. Alors, il se trouve qu'en ce moment, et tant mieux pour l'économie en général, on est complètement contre-cyclique parce que les banques n'ont jamais autant prêté qu'en 2016 en France, par exemple. Donc, il n'y a pas du tout de raréfaction du crédit, bien au contraire. Les taux sont tellement bas que les banquiers ont intérêt à prêter le plus possible parce qu'ils ont plus de rémunération, pour faire court. Je suis le premier à le penser en plus pour ma propre activité crédit municipal. Mais en tout cas, c'est la réalité du moment. Mais ça peut arriver, et dans ce cas-là, il y a vraiment une forme de résilience des monnaies locales et pour les territoires et pour les collectivités qui se sont lancées, parce que c'est pour ça qu'une collectivité regarde la monnaie locale. Non seulement ça redéveloppe son économie locale à un instant T, ça redonne du sens avec les échanges tels qu'on l'a dit, mais c'est aussi un facteur de résistance pour la collectivité qui peut décider, au moment où une crise se fait, d'avoir un outil. C'est-à-dire
c'était complètement déprimant, je pense, pour toutes les collectivités de France et d'Europe au moment de la crise de 2008, d'être les bras ballants, c'est-à-dire de ne pas avoir d'outils pour gérer cette crise en local. Donc là, la monnaie locale permet pour une collectivité d'avoir un outil lui permettant d'augmenter la résilience. Et tu as vu que j'ai réussi à citer Trump quand même, comme tu me l'avais demandé. Voilà. Voilà ce que je voulais préciser ce soir. Alors, je vais essayer juste de faire une petite synthèse de tout ce qui a été dit. Hein. Vous avez bien compris que la relation avec le consommateur, qui en fait est un citoyen, est très importante dans les trois expériences. Je pense qu'en effet, l'histoire du consommateur qui prend le pouvoir et qui finalement, dans les jeunes générations, vont vouloir, quand ils consomment, être engagés. Hein, et en effet, ils le font avec des monnaies locales. Ils peuvent le faire en allant acheter des produits qui sont recyclés, et ils peuvent en effet accepter de payer plus. Hein. Alors, c'est très marketé dans le domaine de l'agriculture. Il y a une marque qui s'appelle C'est qui le patron, où en effet, c'est quand même derrière, hein, c'est quand même des publicitaires qui l'ont fait, mais on rémunère plus la brique de lait parce qu'on veut qu'il y ait une meilleure répartition de la valeur. Donc ça cartonne, hein, voilà. On ne pensait pas que ça marcherait autant. Donc il y a vraiment ce changement un petit peu de paradigme, où en effet tout vient de ce contre-pouvoir du consommateur qui vote, hein, finalement en choisissant d'aller vers tel mode de production, en allant vers telle forme d'économie sociale et solidaire, ou d'aller vers telle consommation, qui en effet, je crois que vraiment les trois témoignages vont vraiment dans ce sens. Hein. La clé, c'est quand même le développement durable, sans oublier dans la culture française, hein, que finalement le volet social, où je répartis la juste valeur, est très, très important, et que petit à petit les plus jeunes vont vers l'écologie, et ça dans toutes les quand on utilise une monnaie locale, ou quand on va acheter un objet qui a été réparé. Enfin, c'est quand même impressionnant de pouvoir utiliser des déchets et de pouvoir en faire quelque chose qui fonctionne. Et en effet, j'espère que ça pourra être diffusé à toute la population. Et on sent bien qu'il y a cette demande des plus jeunes qui le font pas que parce que c'est moins cher. Hein. Il y a quand même cette conscience écologique qui est très très forte. Je voulais juste dire une petite chose sur l'histoire du prix dans l'agriculture. Il faut comprendre que c'est quand même très très lié à une loi, hein, qui est la loi de modernisation économique, que c'est pas le consommateur qui veut des prix bas. Hein. L'histoire, qu'il y a beaucoup de promotions de plus en plus, mais les consommateurs, ça profite qu'un certain nombre. Ça se concentre sur ceux qui ont des cartes de fidélité, et c'est pas tout le monde qui en profite. Et c'est pas une volonté du consommateur, hein, le prix bas. C'est le modèle, les modèles économiques, la concurrence entre les différents distributeurs, qui font que il y a la loi, et sans doute que peut-être qu'elle sera changée, changera les règles du jeu. Mais cette déflation dans l'alimentation, elle n'est pas voulue. Et la preuve, c'est que les consommateurs, parce qu'il y a cette déflation, vont vers des produits avec plus de valeur ajoutée. Ils payent finalement plus parce qu'ils vont mettre du prix dans la qualité. Donc c'est pas une demande du consommateur. Donc vous avez raison de l'expliquer, mais il faut d'abord changer les systèmes économiques derrière pour que ça fonctionne. Oui. Quand on a grandi avec des prix bas, quand on était étudiant, et que dans son budget on mettait tant pour l'alimentation, quand on a grandi avec ce système-là où manger ça coûtait pas cher, et ben c'est vraiment un changement de consommation, c'est vraiment un choix que d'aller monter en qualité, du coup monter en prix. Du coup, même si ça venait pas du consommateur à la base, même si c'était des règles économiques, pour une partie de la génération, c'est aujourd'hui un vrai choix, parce que c'était pas logique. Pour nous, manger c'était pas cher. Et du coup, c'est devenu aujourd'hui un vrai choix, et plus c'est pas se nourrir pour se nourrir, c'est chouette. Oui, c'est une idéologie, mais c'est pas naturel en tout cas. Alors, faut juste, ça fait juste 8 ans, hein, que les prix ont baissé. C'est-à-dire qu'en 2008, ça a explosé. Hein. C'était 15% d'une année à l'autre, augmentation des prix de l'alimentation. Au moment du passage à l'euro, il y a eu des hausses de prix. Donc, en effet, mais ce qu'il y a, c'est que toute la consommation, les prix ont baissé dans tout. Hein. Il y a une déflation qui a été, enfin, la croissance, enfin, c'est parce que il y a une crise économique, hein, qui s'est traduite par des prix du pétrole plus bas, etc. Donc vous êtes habitués, en effet, en ce moment, il y a peu d'inflation.
Après, c'est certain que de toute façon, ça s'est montré, les jeunes générations, au même âge, ils consacrent beaucoup moins d'argent à leur alimentation que les générations précédentes. Ça, c'est comme ça, et c'est des choix, et c'est des choix de société, et on n'a pas jugé ça. C'est qu'ils ont notamment une contrainte qui est énorme, et ça, je ne suis pas sûre que ça change très vite, c'est qu'ils ont un poids du logement qui est énorme. Donc, les jeunes, et notamment les étudiants, on sait très bien qu'il y a un vrai problème qui a toujours été un peu vrai, où on mange pas bien, on fait qu'un repas par jour, et parce qu'on ne peut pas faire autrement. Donc il y a une contrainte économique qui fait que vous ne pouvez pas en effet dépenser plus pour l'alimentation. Bon, après, vous dépensez plus pour d'autres choses, des sorties, et c'est des choix, donc c'est des arbitrages qui sont faits. Donc, je pense qu'en effet, il faut comprendre aussi que c'est plus au cœur de la vie de tout le monde. Ça pesait un quart du budget avant était consacré à l'alimentation. Aujourd'hui, chez les plus jeunes, c'est que 8%, et que vous continuerez pas en effet à mettre de l'argent dans ce secteur-là. Mais voilà, il y a aussi qu'on consomme moins. En fait, en vrai, on mange un peu moins et mieux. En fait, c'est que il y a aussi des façons de manger pas cher qui sont pas forcément liées à pas acheter de la qualité. Il faut pas non plus. C'est pas si simple que ça de manger bien au sens nutritionnellement correct, etc. Donc je crois que c'est en effet les prix sont très très contractés, parce qu'il y a un monopole de 3 ou 4 centrales qui se bat sur les prix, mais il y a d'autres formes on peut peut-être enlever des intermédiaires aussi pour que l'agriculteur soit mieux rémunéré. C'est pas non plus complètement voilà. Il est déjà 20h30, donc on va prendre encore quelques autres questions, et puis je serai preneur aussi de remarques sur les enseignements que vous tirez de la soirée, à la fois pour vous-même, vos organisations, mais aussi pour les gens qui travaillent notamment dans le groupe de réflexion au sein des Écosolis, sur la stratégie des Écosolis, sur les enseignements que vous tirez de cette soirée. Une question peut-être sur la première intervention autour de l'agriculture, quand tu as dit que le modèle changeait, notamment les agriculteurs ne vont pas forcément mettre toute leur carrière professionnelle, etc. Il y a des choses qui sont en train de changer. Il y a, dans le modèle du Nord notamment, où il y a des logiques d'intégration, notamment avec les distributeurs. Mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer une solution qui est déjà un petit peu en cours avec des organismes comme Terre de Liens? On dit pourquoi les consommateurs ne seraient pas propriétaires des terres? C'est-à-dire que parce que là aujourd'hui dans le modèle français, le salariat agricole, il a une très mauvaise presse en France, alors que ce n'est pas le cas dans d'autres pays européens. On a une culture liée à la façon de faire l'agriculture, de la vivre et de la développer, qui est liée à l'histoire syndicale, à tout un tas de choses en fait, mais qui est peut-être plus la meilleure d'aujourd'hui. Et je me disais que dans l'idée de la participation et de l'envie d'engagement d'un certain nombre de nos concitoyens, puis je vous parlerai de quelque chose qu'on est en train de faire sur Nantes aujourd'hui qui rejoint cette dynamique-là, c'est pourquoi, en effet, moi j'ai beaucoup relu aujourd'hui le 19e, la fin du 19e et la fin de la 20e sur la République coopérative et sur la très grande force qu'a eu à un moment donné la coopération de consommation, avec une capacité à être à 30-40% des Français au début du 20e qui étaient totalement maîtres d'un certain nombre de choses, et notamment d'un point de vue économique. Et je pense qu'on peut revenir à des modèles de ce type-là, y compris après par rapport au développement d'envie par exemple. Voilà, moi je pense qu'on pourrait imaginer des solutions. Les consommateurs sont aussi partie prenante de l'outil de production finalement. On nous a fait croire qu'on pouvait peut-être faire la révolution en redonnant l'outil de production aux salariés. Moi je pense que c'est foutu, que ça ne marchera pas. Par contre, par rapport aux consommateurs, je ne suis pas sûr que ce soit pas possible. Donc je pense qu'il y a un regain pour ce genre de choses, parce qu'il permet éventuellement, on va moins acheter de voitures, on va moins acheter de vélos, on va moins acheter, peut-être qu'on peut acheter des terres dans lesquelles on va garantir que ce qu'on va produire, on va pouvoir le raisonner dans des réseaux un petit peu différents. Donc une piste. Et puis deuxièmement, sur envie, moi je pense que, pour avoir côtoyé pas mal le monde de l'insertion, est-ce qu'il n'y a pas un blocage aujourd'hui sur le développement de vos entreprises, sur la problématique que ce sont des entreprises d'insertion? Et que du coup, vous êtes complètement limité parce que l'État a décidé de faire. Et moi je pense qu'il y a une vraie problématique, que si vous ne sortez pas de ce modèle-là, alors que vous me dites qu'il y a des marchés, il y a de la demande, et que le dernier réflexe c'est de dire est-ce qu'il soit les collectivités qui
local qui le fasse. Non, il faut que ce soit nous qui le fassions. Parce que s'il y a du marché, c'est le seul moyen de rentabiliser une entreprise. Moi, je n'en connais pas d'autres aujourd'hui, sauf être dans une économie de type administré. Et que, du coup, la responsabilité des acteurs de l'économie sociale et solidaire, c'est aussi d'avoir plus d'ambition sur la capacité à créer de nouvelles entreprises. Et je pense que tant qu'on ne sortira pas de cette ambiguïté-là, c'est-à-dire de dire, en gros, on est sympa dans notre coin, on a nos petites subventions parce qu'on est bien en lien avec Madame le maire ou Monsieur le truc, et bien du coup on est dans la merde parce que du coup on n'est pas en capacité de prendre nos responsabilités, et on est certain à le faire, mais on n'est pas assez nombreux à vouloir le faire et à mettre à disposition de cette capacité à développer, y compris nos propres ressources, que ce soit des ressources temps ou des ressources argent. Et pour finir, on est en train de monter un supermarché coopératif et participatif soutenant. Eh ben, en un an, on a rassemblé 2500 foyers qui sont d'accord pour rentrer dans le modèle. Et en effet, il n'y a pas que des gens qui connaissent les écosolides. La plupart des gens ne connaissent pas les écosolides. Ça veut bien dire qu'il y a une vraie appétence. Par contre, il faut qu'il y en fasse des gens qui prennent des risques, qui s'engagent, et qui soient entrepreneurs dans des façons de pouvoir porter ça. Parce que sinon, ça restera à la marge. Et demain, ben voilà. Alors, s'il y a des marchés sur le recyclage, les marchés, ne vous inquiétez pas, si ça devient de plus en plus rentable, il y a de plus en plus de solutions de demande, c'est les capitalistes qui vont prendre la place, et c'est pas bon. Donc du coup, on va être dans la merde. Merci. Juste, quand je sollicitais la collectivité, c'est plus sur le logique de promotion et communication. Ça fait plusieurs années que notre métropole ou d'autres collectivités ne nous subventionnent plus, ne nous aident plus financièrement. Pour déposer l'idée du modèle économique aujourd'hui, en termes de rentabilité, on ne serait pas rentable si derrière il n'y avait pas le projet social et le projet d'insertion. Et on voit qu'il y a pas mal de porteurs de projets qui viennent vers les écosolides pour travailler sur la réparation, la notion de réparateur. Et derrière, il y a toute la problématique du modèle économique, essayer de développer un modèle économique qui s'autosuffise en tant que tel. Donc c'est un vrai sujet qu'il faut travailler. Elle n'est pas dans notre petit coin. On travaille au développement, on se développe de façon significative. Je ne vais pas donner ces chiffres-là, mais ils sont confidentiels. Mais et ok pour faire un pari qui soit plus coopératif. Évidemment, moi aussi je pense qu'il y a quelque chose de plus coopératif à développer dans ces activités, justement, pour plus associer les consommateurs. Et revenir peut-être à des modèles de coopératives de consommateurs qui étaient beaucoup plus dynamiques et beaucoup plus développés, comme tu l'as précisé à un moment donné. Merci. Je voulais juste répondre par rapport à la question du capital. Je vous parlais d'étonnement par rapport à Sonante tout à l'heure par rapport au numérique. Moi, je suis surpris du rapport. Oui, si vous voulez, du rapport au capital non capitaliste. Je comprends très bien ce que vous voulez dire, mais pour moi, le capital est un outil de développement pour ces modèles économiques. C'est-à-dire, la question n'est pas le capital, la question est qui le détient. Et c'est ce que vous disiez sur la participation. Et je pense il peut y avoir des freins à bien réfléchir à la dimension apport capitalistique de départ, capitalistique, avec qui le détient, la scope, etc. Enfin, il y a plein de solutions par rapport à ça. Y compris même dans le monde associatif, maintenant, il y a des questions de fonds associatifs qui sont là, mais je trouve que la question par rapport aux prospectives pour les acteurs de l'ESS, de bien utiliser l'outil capital comme il est, et c'est-à-dire un outil pour amorcer une pompe, se permettre d'avoir des déficits au départ, de ne pas avoir de problème de trésorerie. Moi, je vois plein d'associations arriver au crédit municipal avec des problèmes de trésorerie, alors qu'il y a le modèle économique. Et ce qui manque par rapport à des acteurs de l'économie classique, c'est le capital initial. Alors qu'il y a aujourd'hui plein d'outils assimilés crowdfunding ou d'autres qui permettent de monter en capital. Et je trouve dommage non pas sur le capitalisme, mais d'avoir du frein sur le côté capital en tant qu'outil, juste outil. Merci. Une dernière intervention. Je pense qu'il faut qu'on fasse attention, et en tant qu'acteur de l'ESS, moi c'est ce que j'ai comme point de vigilance à ce qu'on a entendu ce soir, c'est à développer l'interconnaissance. Moi, dans ce que tu dis, ça me donne l'impression qu'il y a les citoyens consommateurs d'un côté, et puis qu'il y a le pauvre petit paysan dans sa ferme qu'il faut aller aider. Et qu'en fait, il ne s'en sortira que si les citoyens vont lui donner de l'argent pour acheter du foncier ou pour s'acheter un hangar. Pour moi, il y a quand même d'autres modes de gouvernance à développer, de développer de l'interconnaissance entre des projets citoyens. Effectivement, Scopelli est un beau projet et une belle initiative. Enfin, il le sera encore plus à partir du moment où il se développe en coopération avec des paysans. Pour moi, il faut vraiment faire très attention à être chacun de son côté. Les paysans sont aussi des consommateurs et des citoyens. Merci.
Je vais vous donner le mot de la fin, si vous voulez. Et puis je vais appeler aussi Sarah Trichet-Alert de la librairie L'Embarcadère pour qu'elle puisse vous présenter des ouvrages en conclusion de la séance. Juste, merci beaucoup pour tous ces échanges très fructueux. J'ai appris aussi beaucoup de choses. On aurait peut-être pu laisser la parole à Monsieur Degnaud pour nous dire ce qu'il pensait de la propriété et en effet de l'agriculture et ce statut du patrimoine du foncier qui reste très important dans ces métiers-là. On peut se poser la question en effet du modèle économique. Je pense qu'en effet ici vous êtes dans un lieu où vous allez pouvoir essayer de changer les modèles. Moi je crois qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui en termes de modèles économiques peuvent changer. L'économie de la fonctionnalité, c'est vraiment un système qui peut